Bonjour. Est-ce qu'on est live? Est-ce qu'on nous voit? On nous entend? Quel silence. Toujours pas de Poutou. Ah, du salut. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ah, Poutou, très bien. C'est Poutou son, c'est Poutou image? Très bien, parfait. Cool. Oui, c'est le Cookie Collective. Alors, bonjour à tous. On est parti sur une tranche de 2 heures de live coding. Ça va être de la démonstration de live coding de shader et un peu plus tard de son avec mon ami Qualtas ici, du Cookie Collective. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on explique ce que c'est que le live code? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Peut-être expliquer ce que c'est Peut-être expliquer le ce que c'est Cookie que Collective déjà. Tout à fait. Alors on va peut-être expliquer ce que c'est que le live code d'abord. Ah, Je sais pas. Parce que si on dit le Cookie Collective fait du live code, alors le Cookie Collective ne fait pas que du live code. c'est vrai. C'est vrai. Alors comment on s'y prend? Je sais pas. Bon, on tire ça à pile ou face ou... Non, Ouais, alors, je te bon. laisse faire. Alors, bon, peut-être le live code déjà. C'est l'idée vraiment d'avoir une performance. Faut imaginer vraiment un artiste sur scène, sauf que son instrument de musique, ça va être un ordinateur, un clavier avec lequel il va programmer, il va écrire des lignes de code, ce qui vont générer soit des visuels, soit du son, soit les deux. Vraiment, il y a vraiment de toutes les formes. Mais l'idée vraiment, c'est vraiment que c'est sa performance. Ça veut dire on va avoir un concert et en fait on se retrouve avec une personne qui programme sur scène. Donc ça c'est du live coding et c'est ce que vous allez voir du coup ce soir. Du coup le Cookie Collective, parce que tout le monde du coup fait partie du Cookie Collective, même vous aussi si vous voulez. Hein, Vous êtes potentiellement du Cookie Collectif. Si ça vous intéresse vraiment, nous on est libre, donc venez nous rencontrer, y a pas de souci. Et en fait on est juste voilà un peu un regroupement d'artistes numériques, voilà avec différentes pratiques. On a à la fois donc des artistes purs, on a des chercheurs, on a plutôt des techniciens, on est plutôt dans les visuels, mais on essaye de faire du son aussi. Donc si vous faites du son, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis voilà, donc on utilise vraiment toutes les formes. Vous allez voir ce soir, notamment Flopin qui va commencer tout de suite. Donc qui fait plutôt des shaders. Voilà, enfin en fait c'est un peu relié à la démo scène, mais je pense qu'on expliquera plus tard ce que c'est. Donc voilà. Très bien. Et c'était plutôt exhaustif, ma foi. Du coup, on va commencer. Donc, on va commencer sur du live coding de shader. On va expliquer un petit peu après ce que c'est que le shader. Et on va avoir, dans un premier temps, Flopin, ici présente, qui live code depuis quelques temps déjà, depuis 2017. De toute façon, pareil, on va en revenir. Hein. Tu vas passer sur le couch pour parler de tout ça. Et on va avoir également Psyshout qui va nous faire un super DJ set de je sais pas encore quoi. Je cite, hein, je sais pas encore quoi. Mais ça va être cool. Il y aura plein de basses et ça va être chouette. Donc, ma foi, est-ce que ça ne serait pas parti? J'attends la musique. Tu donnes le top départ. Suspense. Alors, on a eu d'ores et déjà un don de Seb qui vient de donner 20 €. Merci Seb. Ouh. Vas-y, commence. As you wish. On a Bloodlink qui dit yes, Psyshout represent. Salut Bloodlink. Criez Psyshout dans le chat. Il faut l'appeler le Psyshout. Hein. Non. T'as l'habitude de mal prononcer mon nom, tu kiffes trop prononcer mal prononcer. Psychout. Yeah, Psychout. Ouais, Psychou, c'est bon. Psychou. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une fenêtre qui nous affiche du code qui est éditable. Flopin est actuellement en train d'éditer le code. Flopin vient de faire une erreur dans son code. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça qu'on commence, hein. Mais on va pas erreur shamer. Et du coup, en fait, on voit directement le résultat de son code dans le fond. Voilà. Donc, elle commence déjà avec du très lourd, ça nous a balancé une belle petite texture, un bonnet difforme. Merci Poilb et merci pour ton bon live.
Donc voilà, donc en fait elle a déjà préchargé les textures dans le logiciel en entrée de son shader et pour l'instant ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a directement affiché en fond, elle l'a tilé en fond. Donc là elle a déjà un premier set, j'ai l'impression, de quelques petites fonctions qu'elle a ramenées avec elle. Ouais, tout à fait, elle part pas de rien en fait, hein. Là elle a déjà préparé quelques fonctions. Et après, bon, alors nous on organise régulièrement des événements qu'on appelle des shader showdown. À partir duquel en fait on a le principe c'est un tournoi dans lequel on a 25 minutes en fait pour écrire des shaders et là effectivement on part de rien. Mais là ce soir en fait on est plutôt dans comment dire, une jam à la cool et donc là on s'est permis de partir avec des fonctions de base. Et donc elle va un peu composer un peu comme une pianiste de jazz qui va la partie du free shader ce soir. Du coup, pour répondre à la question de Assets, surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, justement on sera super heureux d'y répondre. Et pour répondre à ta question, donc il y en a déjà une qui a été répondue, c'est Bonzomatic, le logiciel qu'elle utilise. Et effectivement, en fait, c'est exactement le même principe que ShaderToy, sauf que ShaderToy ça se passe que sur internet, sur une page web. Et en fait, Bonzomatic permet de faire la même chose que ShaderToy, mais dans une application locale et d'avoir surtout le résultat en plein écran derrière le code en fait. Du coup, c'est parfait pour une performance en temps réel comme on est en train de faire. Tout à fait. Et je précise à camarade docteur, ShaderToy c'est du WebGL parce que c'est sur du web. Et là, vu que c'est une appli desktop, c'est du GL, OpenGL tout court, et donc c'est du GLSLES sur ShaderToy et GLSL tout court ici. Et comme tu as demandé aussi tout à l'heure, Asset, je reviens là-dessus, c'est que on va essayer de vulgariser le plus possible. C'est pour ça que si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous en faire part. On va expliquer ce que c'est qu'un shader, Valden, merci de ta participation. Et donc oui, on va expliquer un peu tout ça, et disons que ça va pas être un tutoriel, ça va pas être un cours, parce qu'on n'a pas le temps en 2 heures, et dans ces conditions-là, de vraiment faire un cours exhaustif de ça. Mais voilà, disons qu'on pourra peut-être vous exploiter quelques éléments de principe, on va discuter de plein de choses. Et après aussi c'est bien de justement quand on découvre ça, et surtout quand on n'est pas codeur à la base, et en fait on découvre un peu, on commence à essayer de comprendre, voilà, alors qu'est-ce que veut dire cette ligne et tout ça, et au bout d'un moment on acquiert une certaine compréhension. Et je pense que ça peut être agréable aussi de pas connaître à fond tous les détails, mais au moins d'avoir quelques repères, et voilà, mais ça viendra, puis bon après on a 2 heures, donc effectivement tout au long des 2 heures on va distiller des informations, pour pas vous laisser perdu. Alors c'est qui à côté de Difty, question de Galard, donc il s'est déjà présenté extensivement tout à l'heure, c'est Jonathan alias Coltes, qui est une des têtes pensantes et pas portantes du Cookie Collective. Oui, ne sois pas si humble, voyons. Ok, très bien. Du coup, Flopin, je crois que tu peux nous parler, je crois. Un peu. Est-ce qu'on t'entend? Oui. Oui, on m'entend, mais je peux parler un peu si tu veux, s'il y a des questions pour moi. Bah juste, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu comptes faire à partir de maintenant? Quelle est ta prochaine étape? À un moment donné, je vais passer à de la 3D avec une technique qui s'appelle le remarching, spoiler alerte. De toute façon, c'est ce que je fais toujours. Et du coup, ce que je suis en train de faire là, je vais potentiellement l'utiliser comme une texture à certains endroits. On verra ce qu'on en fait, voilà. Ok. Mais j'ai déjà ce qu'il faut, par exemple, pour passer à de la 3D. C'est-à-dire que là, ma couleur, pour l'instant, je lui mets une texture. Si en fait j'enlève cette ligne, j'ai un cube. Mais c'est parce que ça a été préparé et on en parlera plus. Elle triche, hein. Non, je triche. En gros, elle a cette ligne tout à la fin qui permet de complètement overrider, complètement remplacer tout le code qu'il y a avant par quelque chose de plus simple en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a un gros pavé de code avec plein de petites fonctions qui ne servent à rien pour l'instant et qui permettent de faire un petit peu sa prestation, son live en 2 parties. En fait, voilà, comme elle disait, elle va pouvoir réutiliser cette texture 2D qu'elle est en train de créer pour la plaquer sur des objets 3D. Et j'ai aussi un super, alors attention, un petit Lionel. Voilà. Oh mais qui est beau, il est si jeune. C'était quelle année ça? Oh là, j'ai tapé Lionel Jospin jeune sur Google, c'est tout. Hein. Désolé. Mais mes petits cœurs sont un peu moches aussi, mais c'est pas grave.
Du coup, pourquoi ne pas expliquer ce qu'est un shader, ma foi? Qu'est-ce qu'un Ben, shader? Je pense qu'on arrive. On en arrive à la aux question explications qu'on devrait se poser. cruciales. Voilà. Alors un shader en fait c'est un petit programme, donc une série de codes, d'instructions, etc. qui ressemble dans un langage donc ici présent le GLSL, qui ressemble vachement au C. Mais en fait c'est un petit programme qui va tourner sur la carte graphique directement, et en fait qui va définir dans notre cas pour le pixel shader, parce qu'il y a deux types, il y a le pixel shader et le vertex shader, mais on n'utilisera pas le vertex shader pour aujourd'hui je pense. Et en fait le pixel shader va définir quelle est la couleur, quelle est la shade de chaque pixel de notre écran, de notre image de sortie, donc de ce qu'il y aura à l'écran quoi. Et voilà, et en fait du coup tout ce qu'il y a en entrée c'est la position à l'écran, donc à quel endroit c'est en X et Y sur la position d'écran, et tout ce qui est en sortie c'est la couleur du pixel en question, donc c'est extrêmement simple en termes de principe. Après là où ça se complique c'est qu'est-ce qu'on va faire avec juste ces deux informations là quoi. On a une donation de Gros Chat de 69 €. Merci Gros Chat. Merci Alix, on sait que c'est toi. Dédicace. Donc voilà, alors donc je disais en entrée il y a que les informations d'UV qu'on appelle ça, c'est-à-dire la position à l'écran, la position sur la texture. Mais le programmeur peut aussi donner diverses inputs, diverses entrées qui sont ici présents des textures comme le fameux Jospin ou le Carl, mais aussi d'autres informations qui peuvent être par exemple dans les jeux, ça peut être est-ce que le matériel est humide, est-ce qu'il est pas humide, et du coup ce qui permet de... J'arrête pas de cracher sur la table. Ce qui permet en fait de faire varier un petit peu notre shader en fait en fonction de différents paramètres qu'on lui donne. Et voilà. Et donc c'est littéralement un programme qui tourne sur chaque pixel de l'écran, et du coup vous allez vous dire mais c'est super long, donc il y a un programme qui s'exécute pour chaque pixel, il y a des millions de pixels à l'écran, et en fait c'est que la carte graphique est super rapide pour faire est super optimisée pour faire des instructions en parallèle, et ce qui fait qu'elle est très très forte pour faire ce genre de calcul du coup de paralléliser des dizaines et des dizaines de pixels en même temps. Donc ça n'empêche pas que effectivement si on a un programme de gros bourrin ça va faire ramer notre affichage. Donc c'est pour ça que la première question de Flopin quand on l'invite sur un événement c'est quoi la carte graphique, c'est quoi le PC, c'est quoi le PC. Et du coup si c'est pas au minimum une 1060 1080 fait genre je sais pas ça marchera, je vais pas le faire. Et elle a tout à fait raison parce qu'au moins elle peut maximiser un petit peu l'effet waouh de ces superbes shaders qu'elle nous propose à chaque fois. Donc voilà ce que c'est qu'un shader, donc je sais pas déjà s'il y a des points obscurs. Alors je précise en fait que c'est très lié aux techniques de jeux vidéo, parce que là ce qu'on utilise vraiment c'est la carte graphique. Et en fait, pour aussi comprendre l'histoire, d'où ça vient le shader, faut regarder l'histoire des cartes graphiques. À la base, donc vieille console, je pars du PC on va dire, je pense qu'on a connu, quand on était jeune, les premières cartes accélératrices 3D. Qui sont devenus du coup les cartes graphiques, et leur but était juste de calculer du coup le rendu, c'est-à-dire l'affichage des triangles. Et à la base, ils n'avaient pas beaucoup de possibilités, ils pouvaient juste afficher des triangles avec au début des couleurs, ensuite des textures, mais au niveau des ombres, c'était pas encore ça. Donc ensuite, en fait, on a voulu les customiser, donc personnaliser vraiment le rendu, justement le calcul de l'éclairage et tout ça. Et on s'est dit tiens, la meilleure façon pour des programmeurs de customiser quelque chose, c'est à travers des lignes de code. Et en fait, donc ça a donné les shaders, qui donc, le nom le dit, à la base, c'était uniquement fait pour calculer l'éclairage. Sauf que maintenant, on voit très bien que ça sert vraiment à autre chose aussi. Et donc là, en fait, ce qu'on utilise, en fait, c'est un peu une astuce. Faut vous dire que, donc là, on est toujours dans un contexte de jeu vidéo. Sauf que le modèle 3D qu'on affiche, en fait, c'est juste un plan. C'est le plan qui recouvre tout l'écran. Et donc, le shader qui va être appelé pour les deux triangles du coup qu'on affiche, donc qui fait le plan de l'écran, du coup, il va être appelé une fois par pixel à l'écran. Et donc là, on bypass complètement le calcul de l'éclairage, parce que normalement, on devrait faire un éclairage en fonction de lumière, d'angle, d'incidence, tout ça. En fait, là, on s'en moque carrément, et on dit, ok, toi t'es à telle position, donc le pixel est à telle position, il va avoir telle couleur.
Et c'est comme ça qu'on arrive à simuler de la 3D. En fait, là, la forme géométrique que vous voyez à l'écran, donc un espèce de rectangle, voilà. En fait, il n'y a pas de vertice, il n'y a pas de mèche. Si vous avez l'habitude de travailler avec des mèches en 3D, en fait, là, il n'y en a pas du tout. C'est uniquement une description mathématique qui arrive à décrire du coup la forme qu'on voit. Alors du coup, je voyais les questions qui passaient sur le chat. On avait demandé si c'était du pixel shader. Alors oui, en fait, pixel shader c'est le nom pour DirectX et fragment shader c'est le nom pour OpenGL. Mais en fait, c'est la même chose, quoi. Donc c'est bien. Donc là, en l'occurrence, c'est du GLSL, donc c'est bien un fragment shader. Et puis j'en profite aussi pour dire sur le chat, j'ai vu SixClone. Qui est un peu une des têtes pareil des shaders live coding sur Lyon. Donc il n'y a pas qu'à Paris, donc nous on est à Paris principalement, mais à Lyon, voilà, vous pouvez demander à SixClone. Et si vous êtes dans d'autres villes, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y en a peut-être aussi qui s'intéressent à ce genre de technique. On a une question qui était que fait Flopin dans la vie, du moins dans le jeu vidéo. Donc, je pense que tu peux... Je suis doctorante en art numérique à l'université de Paris 8 sur un sujet de thèse qui est la performance en art numérique au travers de la programmation improvisée en temps réel. Et sinon, je suis technical artist chez Dontnod. Parce que les recherches en art en France, c'est pas souvent financé. Oh. Shots fired. On a un petit don un bon don de Le Jauge de 12,03 €. Merci à toi, Le Jauge. Ah oui, on avait quelqu'un qui nous parlait du Book of Shader. Est-ce qu'on a d'autres sources pour apprendre les shaders? Une question de Riposte 34. Donc ça, c'est un truc qu'on voulait faire peut-être, c'était de mettre à disposition, peut-être pas dans le chat tout de suite, mais du moins dans le Discord, différentes ressources qui permettraient pour les gens qui seraient intéressés de commencer la pratique en fait. Donc ça, c'est un truc qu'on pourra peut-être compiler. Mais effectivement, déjà Book of Shader, effectivement, donc il explique plus les principes de la 2D. Je crois qu'il a toujours pas été écrit pour la 3D. Et par contre, il y a surtout le site de référence qui est shadertoy.com, sur lequel du coup on peut. En fait, ça c'est aussi bien maintenant. Donc on parlera plus tard de Démoscène, mais la Démoscène historiquement était un milieu plutôt fermé. Et là maintenant, avec le web, tout est ouvert en fait. Sur Shadertoy, vous pouvez non seulement voir des shaders, mais aussi voir le code qui fabrique les images. Donc en fait vous pouvez étudier ces shaders et puis vous pouvez vous en inspirer pour créer les vôtres. Donc ça c'est vraiment un truc cool de ces dernières années. Ouais, complètement. Et surtout que je crois qu'il y a aussi des shaders qui sont assez tutoriels, qui sont assez didactiques, on peut jouer avec, on peut les modifier un peu. Tout le code est expliqué de manière très très extensive et Il y a The Art of Code aussi qui fait des super trucs sur YouTube, un channel YouTube, The Art of Code, qui est vraiment superbe, c'est génial, allez-y. De toute façon, ça, on le rappellera de toute façon dans le Discord. On va noter tout ça. C'était quoi déjà la question? Comment t'as mappé J'ai fait une variable globale de la position avec mon SDF et je lui ai mis le P dans ma map, dans cette variable globale, et c'est ça que j'utilise pour mapper mon truc correctement sur le cadre. Et ensuite, pourquoi ça ne s'affiche que sur le cadre? C'est parce que j'ai fait... Pour ceux qui sont habitués à la 3D par exemple, des fois vous avez des passes dans les logiciels de 3D qui s'appellent les Object ID, où justement ça met un chiffre sur un objet dans une passe qui ressemble à du noir et blanc ou parfois en RGB. Et grâce à ça, vous avez une sorte de masque qui vous permet de mettre une couleur particulière sur un objet. En fait, c'est ce que j'ai fait là, mais dans un shader avec du remarching. Ça s'appelle donc un Material ID souvent. Trop bien. Voilà. Super. Ben, merci pour cette explication. Et pour les gens qui se posaient des questions justement sur le parcours, ce que j'ai vu des questions sur la thèse de Flopin, on en reparlera tout à l'heure si tu veux bien, quand tu passeras sur le canapé. Je vais passer sur le canapé après. Très bien. Pour parler. Pour parler, oui, bien sûr. Excusez-moi, je fais souvent des blagues de fesses, mais je vais me retenir. Ouais, mais je vais me retenir. On avait une ancienne question de Softiola, donc désolé si je t'ai un peu
si on a mis un peu de temps à répondre, ou peut-être que t'es plus là, donc c'est pas grave. Est-ce qu'on a déjà entendu parler du November des shaders de Blender? Alors on a quelqu'un au Kiki, au Kiki. LSD Live, pardon. LSD Live l'a fait, ouais. Je crois que Rémi l'a tenté aussi. Ah ouais. Et oui, on a testé et en fait, c'est plus ou moins c'est plus ou moins la même principe. C'est juste que plutôt que de manipuler du code, on manipule des nodes de Blender en final. Mais qui reste de la programmation en fait. C'est de la programmation visuelle les nodes. Mais effectivement. Et surtout, enfin là, tant qu'on est dans Blender, je pense qu'on est des gros fans et. C'est là notamment il y a la dernière mise à jour, la 2.80, bon maintenant il y a la version 2.81 qui est sortie, mais c'est vrai que ça a vraiment renversé pas mal de choses et donc si vous voulez vous mettre à la 3D, n'hésitez pas à tester Blender. Ouais, complètement. Et alors oui, sur Shader Toy, les gens sont à des années de lumière d'un niveau de débutant. Il y a tout en fait, c'est juste qu'effectivement les trucs qui restent... un peu en trending, en top, c'est sûr que ça va être des trucs de brut quoi, mais en vrai il y a tout, faut pas avoir peur de poster ses shaders dessus, parce que il y a... j'ai l'impression que c'est assez wholesome quand même la communauté Shader Toy. Moi je trouve que la communauté Shader Toy c'est vraiment des gens passionnés, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses un peu, c'est quelqu'un qui a fait un test, parfois très concret, pour un problème qu'il a dans justement un shader de jeu vidéo ou quoi. Et donc du coup, parfois, ça peut être un peu brut. Parce qu'en fait, le but de Shader Toy, c'est de prototyper souvent. Et donc du coup, c'est rare quand même, les gens sur Shader Toy qui s'embêtent un petit peu, enfin s'embêtent, qui prennent le temps de mettre des commentaires, de nommer leurs variables. Vous voyez que là, souvent, mes variables, c'est 2 lettres, 3 lettres. En fait, c'est une mauvaise habitude de prototypage sur ce genre de pratique. Et de rapidité, parce que étant donné que tu fais souvent des compétitions de shader en 25 minutes, il faut pas prendre le temps de... C'est ça aussi, après, il y a l'histoire des compétitions, on pourra, soit vous pouvez en parler là, ou on en parlera... On en parlera peut-être plus tard, comme vous voulez, mais est-ce que ce serait pas le moment que tu expliques un peu ce que c'est que le remarching? Ah, alors le remarching, le principe du remarching, je vais pas beaucoup coder, c'est d'envoyer un rayon par pixel et de marcher dessus. Donc en gros, comment ça se passe, c'est que tout devient fonction d'une distance, c'est-à-dire que toutes les formes que vous voyez ici ne sont pas des polygones, mais sont des formes explicitées par une distance par rapport à où vous êtes. En gros, l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple une sphère. Il y a un truc assez simple, je pense en tout cas, à expliquer. C'est la sphère. La sphère, en gros, tous les points d'une sphère sont à la même distance du centre de cette sphère. Donc si vous voulez décrire une sphère dans un remarching, encore une fois, il faut penser en termes de distance. Donc il y a à quelle distance je suis de l'origine de la sphère, et ensuite il suffit de retrancher le rayon, par exemple. Et là, vous avez décrit la coquille de votre sphère. Et tous les objets, ça va être ça. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous lancez un rayon par pixel, vous donnez à manger à votre remarching ces fonctions de distance, et ensuite vous avancez pas par pas sur le rayon. Alors ça s'appelle le remarching. Après, et là, vous marchez à pas fixe. C'est vraiment comme si vous vous déplaciez vous-même de 0,5 cm, par exemple, à chaque fois, à chaque itération sur chaque pixel. Ça, c'est le remarching de base. Et il y a une technique qui est plus optimisée, qui, elle, s'appelle le sphere tracing, où là, comme vous avez déjà la distance du prochain objet, vous allez marcher jusqu'à la distance de ce prochain objet, en fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez faire des pas plus grands si jamais votre objet est très loin. Ça permet d'économiser un peu d'itération. Donc une itération, c'est de combien on avance, combien de fois on a avancé. C'est ça, une itération. Voilà. Désolée si c'est un peu brouillon. Y a pas de problème. Je suppose qu'on va avoir la question, mais du coup le rapport avec le path tracing. Le rapport avec le path tracing. Le ray tracing, généralement, vous calculez avec votre rayon, vous calculez l'intersection avec un polygone. Là, non. C'est là où ça change tout, c'est-à-dire que tout est une fonction de distance, donc tout est une fonction mathématique. En fait, en tout début, le remarching, ça a été prototypé par John T. Hart, qui voulait en fait représenter en 3D des choses qu'on appelle des Mandelbrot. C'est des fractales. C'est quelque chose qui s'exprime avec des chiffres complexes. Donc pas complexes dans le sens compliqué, hein, vraiment les chiffres complexes des mathématiques. Et du coup, pour ça, avec la puissance des ordinateurs de l'époque, il a fallu trouver un modèle
modèle de représentation de ces objets-là. Et c'est là que le remarching est venu. Enfin, le remarching, en tout cas, c'est cette technique de tout décrire avec des distances et de rendre ça avec un rayon par pixel est arrivée. Donc ouais, c'est vrai que le Sign Distance Function, c'est vraiment un concept qui est très simple dès qu'on l'a... Alors c'est vrai, je veux juste préciser, c'est vrai que j'appelle ma fonction SDF, mais c'est pour Sign Distance Function, hein, parce que je suis désolée, mais... Non, en fait, c'est pas toi, c'est qu'il y a des gens qui commençaient déjà à parler de ça. Ah oui, d'accord. On a différents invités de marque dans le chat déjà. Alors, je sais pas exactement, je crois que tu les connais plus que moi, je pense, mais il y a déjà des gens qui sont déjà en train de parler de ça, de donner des ressources, donc c'est très cool, merci à vous d'ailleurs. Ah. Et donc c'est pour ça que je parlais déjà du Sign Distance Function en fait, c'est que le chat est déjà au courant de Oula, du ok. Et en fait, c'est... il y a une personne qui s'appelle OXCC qui dit il faut combien d'itérations pour faire fondre un GPU? C'est LSD Live, Je pense que oui. Et du coup, en fait, c'est donc pour les gens qui veulent apprendre ça, tu peux répondre tout seul. En fait, c'est un concept qui est assez abstrait et assez bizarre à première vue, mais en fait, dès qu'il y a le déclic, c'est vraiment rapprendre la programmation, en fait, rapprendre la manière dont on voit comment fonctionne une caméra en 3D, comment fonctionne même le code carrément. C'est vraiment prendre le problème à l'envers, en fait. Et c'est quelque chose de très perturbant quand on s'est déjà programmé. Donc je sais pas si c'est plus facile de commencer par ça, parce que du coup on est un peu vierge de toute pratique, je sais pas. Mais en tout cas, quand on s'est déjà programmé, qu'on connaît déjà le graphisme et tout ça, c'est vrai que c'est des concepts qui peuvent être un peu difficiles à intégrer. Mais c'est vraiment dès qu'on a réussi à choper le principe, à faire ses premiers scripts, en fait ça part tout seul, ça fait des clics. Et une très bonne manière de comprendre ce genre de choses, c'est de venir au workshop de la cookie. Oui, tout à fait, on en fait régulièrement. D'ailleurs, petit teaser sur lequel on n'a pas encore communiqué, mais donc petite information en avant-première. Le samedi 1er février, on va organiser du coup une mini partie. Donc c'est le samedi après-midi, il y aura des ateliers. Du coup, j'annonce pas quels ateliers on fera, mais ce sera très intéressant. Et le soir, ce sera concert et live coding. Et on prévoit surtout de mettre plein de vidéoprojecteurs et de mettre des claviers en libre service. Donc voilà, vous pouvez venir et essayer de bidouiller des codes et de voir les changements que ça fera. C'est tout le sel aussi de plateformes comme ShaderToy en fait, c'est que vu que le code est accessible, tout le monde est accessible et est interactif, c'est que tout le monde a le pouvoir en fait de changer une variable par-ci par-là, changer un chiffre, ça fait quoi si le 3,4 je le transforme en 1,2. C'est un peu un truc de hacker, donc pas hacker genre pénétrer des systèmes, mais de hacker, de bidouiller des trucs, et il y a une bonne culture de hack, j'ai l'impression, dans la démo partie de manière générale et dans le shader également. Et du coup on avait quelques questions. Il y a Seirin21 qui disait il y a quelques minutes, je suis sur le ShaderToy de Flopin, j'adore ce que mes yeux voient. Ah merci, c'est gentil. C'était assez longtemps. Et oui, du coup, quelqu'un disait le premier shader que j'ai posté sur ShaderToy, il y a 2 personnes qui sont passées regarder mon code, me donner des conseils et m'encourager. Alors, c'est Fabrice Deneux. Fabrice Néré 2 Néré 2, pardon. Fabrice Néré 2. Fabrice Néré 2 et sûrement iKick aussi, je pense. En tout cas, Fabrice il passe son temps sur ShaderToy et il donne beaucoup de conseils très utiles en fait. Il est un peu payé pour ça, hein. C'est un chercheur de l'INRIA, donc voilà, il est payé pour passer sa vie sur ShaderToy. Je lui demanderai comment il a fait parce que franchement ça me tente. C'est un beau métier, mais Le 1er février, mais on sera en grève encore. Ce sera dans Paris, hein, au pire. Attends, c'est où déjà? C'est accessible en métro. C'est accessible en métro. Oui, mais quel métro? Ah, mais oui. Maintenant, faut que ce soit... les événements, faut que ce soit sur la 1 ou la 14, sinon il y a personne qui viendra à ton événement. Ah, c'est pas très loin de la 1. Ah merde, j'ai un événement le 18 d'ailleurs, avec des lignes de métro exotiques. Oh, putain. On n'est pas dans la merde avec cette grève. Bon, le gouvernement va falloir se réveiller là. Ah oui, du coup, il y avait un... Donc oui, du coup, je voulais revenir sur ce message des gens qui venaient encourager. Il me semble qu'il y a même Inigo Quiles lui-même qui va de temps en temps faire genre nice. Ouais. Oui, nice, c'est très court. Si vous avez un very nice,
c'est bien. Il y a un barème de Inigo Quilez pour savoir si le shader, si votre production est stylée ou pas, mais généralement même des petites personnes, des petits shaders ont le droit d'avoir un nice de la part d'Inigo Quilez. Bah, c'est son bébé quoi. Donc, C'est l'un des auteurs de Shader Toy, c'est voilà, Inigo Quilez, qui maintenant travaille à Pixar. Ah non, alors il a travaillé à Pixar. Ensuite, il a travaillé pour Oculus. Il a fait Quill. C'est lui qui a développé Quill. Le shell de dessin. Sur Oculus. Et là, il a décidé de démissionner pour refaire ses propres trucs. C'est pour ça qu'il est très actif en ce moment. Il fait plein de tutos sur YouTube, plein de lives. Sur YouTube. C'est génial. Mais voilà, il a décidé de prendre du temps pour lui. Et clairement, Quilles, c'est le Karl Marx des shaders. Lui, il est dans le partage, il est dans le don de soi, il est dans tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je crois que j'avais vu d'autres trucs qui m'intéressaient dans... Oh, pas mal. Stylé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut spoiler ce que t'es en train de faire ou pas? Parce que je pense Oui. que c'est déjà Ah, parlant. pourquoi hein. il voit pas? Il voit pas? Si, tout à fait. Ah, un petit, Est-ce que ça serait pas un temple un peu... Ok. un peu. Est-ce que je spoil un petit peu de gauche. Désolé. Alors, j'ai une question de Bloodlink. Le travail de VJS, ça s'apparente à du live coding ou pas forcément? Bah, pas du tout. Enfin, les deux existent. les deux existent exactement. Moi, pas du je tout. fais du VJing avec du live coding et je suis pas la seule. Voilà, et en fait, même les deux peuvent se mélanger. Alors, il y a beaucoup de VJ qui sont pas du tout live coders, qui sont plutôt. Enfin, historiquement, le VJing, c'est plutôt de prendre des cassettes vidéo, de les mélanger entre elles, etc. Donc, la pratique du VJing, en fait, elle est très très large. Il y a des tonnes et des tonnes de manières de faire du VJing. Et le live coding, c'est juste une manière de faire du VJing. Et il y a des gens qui mélangent un peu les deux et qui utilisent, je pense à Léon ou même toi, en fait, tu fais, une appli Unity. Tu utilises Unity? Ça, c'est LSD Live qui fait LSD des Live, ok. VJing avec Unity. Et en fait, il y a vraiment moyen de faire du code et d'exposer des paramètres qui sont des paramètres de couleur, de position, de kaléidoscope, de texture et tout ça, les exposer pour ne pas avoir besoin de taper le code en fait, et de juste avoir à bouger des petits paramètres exactement de la même façon qu'on utiliserait des softs de VJing Pro comme Resolume pour ceux qui connaissent, ou différentes choses en fait. Disons que ça c'est une manière d'utiliser le live coding, ou du moins le code shader pour faire du VJing sans avoir à taper du code. Mais il y a aussi la pratique qui se voit de temps en temps et qui se voit pas mal chez la cookie, du coup, dans le domaine de la cookie, qui est de directement aller taper dans le code comme on est en train de faire là en fait, par-dessus la musique. Tout à fait, parce que voilà, Resolume en fait en interne, il utilise des shaders pour afficher. De toute façon, tout ce qu'on voit dans les écrans maintenant, enfin que ce soit Windows, navigateur internet, en fait, tout le monde utilise des shaders. C'est forcément pour faire du compositing, c'est obligé. Donc en fait, ils en utilisent, mais sauf que c'est caché à travers Resolume. Ça va être une interface assez simple où on choisit ses boucles de vidéo. Ensuite, vous pouvez faire du Touch Designer qui a une interface nodale, donc c'est des nœuds qu'on connecte ensemble. Et après, on peut directement écrire ses propres shaders comme ce que Floppy est en train de faire. Mais voilà, donc c'est un style de pratique parmi tant d'autres. Et oui, je sais pas si t'as vu passer, il y a un peu des shots de la part de la communauté lyonnaise qui sont envoyés par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui disait nous on a dit pareil au cookie, du cookie, on voit des choses qui se faire à Paris mais c'est loin, donc du coup on a notre propre ration à Lyon. Au moins ça décentralise un petit peu le mouvement. Tout à fait, et puis n'hésitez pas à créer, donc il y avait une autre personne qui disait qu'elle était à Montpellier, et allez-y hein. En fait, le Cookie Collective, il est pas né de nulle part en fait, c'était il y a 2 ans le premier Shader Showdown qu'on a fait au Kawaii Café. Il y a 2 ou 3 ans même. Peut-être 3 ans. Ouais. En fait, la première Revision où on s'est tous rencontrés, c'est la 2016, et après, l'année d'après, donc 2017, on a commencé, enfin surtout vous avez commencé à organiser des trucs. Effectivement, en fait, moi je suis juste allé voir un bar, donc le Kawaii Café, si vous connaissez à Paris, et donc j'ai proposé donc à Maël de dire tiens, un soir où t'as pas beaucoup de monde, est-ce qu'on peut venir squatter avec des copains, on prend ton vidéoprojecteur et puis on fait des trucs bizarres à l'écran. Et il a dit oui, et puis en fait nous c'était lancé comme ça quoi. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez envie d'essayer. Et puis en fait, le fait de le faire en public aussi, c'est important. Parce qu'on s'entraîne chez soi, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut montrer ce qu'on fait. Justement, l'un des objectifs du Cookie Collective, c'est de partager.
Et c'est pour ça que on fait des ateliers, on fait des événements comme ça, c'est parce qu'on a envie de montrer que l'art numérique est accessible. C'est pas réservé à une élite, c'est vraiment disponible. Alors effectivement, on peut dire bon bah attends, les lignes de programmation, bon c'est quand même une sorte d'élitisme. Ouais, en fait c'est pas si compliqué. Si vous venez dans les ateliers justement, on vous expliquera pas à pas, bien sûr. Vous pourrez pas faire un shader comme ça la première fois. N'empêche que avec très peu de lignes, on arrive déjà à faire des trucs. Et donc effectivement, il faut prendre le temps d'apprendre, mais c'est pas du tout réservé à une élite. Donc n'hésitez pas, faites des trucs. Ouais. De manière générale, faites des trucs. N'hésitez pas à vous lancer. C'est un bon conseil dans la vie, je pense. Et surtout, ça se recroise. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Par rapport à tout ce qui est genre pratique de la programmation, légitimité là-dedans, c'est un truc qui a été pas mal abordé sur le recon du stream. Les questions de légitimité quand on se lance dans une pratique ou quoi que ce soit, quand on apprend. C'est un truc qu'on reviendra dessus, mais c'est particulièrement vrai dans le shader, c'est qu'au final, la plupart des gens se sont lancés là-dedans et ont été un peu propulsés par les autres du cookie. Parce que, du moins, dans la communauté, il n'y a pas vraiment de gatekeeping ou de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui va nous dire genre, oh non, t'es trop nul pour faire ça, non, tu devrais pas faire ça. J'ai l'impression que la cookie s'en bat les reins de comment vous faites votre art numérique, parce qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire de l'art numérique. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, il y a une question qui était, est-ce que le shader sera publié sur ShaderToy ? Je le pense. Le souci, c'est que ShaderToy ne permet pas d'uploader des textures personnalisées. Ah oui, c'est vrai. Donc je pourrais pas mettre Karl Marx. Je peux, si vous voulez, le mettre sur ShaderToy demain, par exemple. Mais il y aura juste pas Karl Marx sur les portraits. Alors par contre, on a un GitHub et on a l'habitude de mettre tous nos shaders sur ce GitHub là. Donc si vous cherchez GitHub Quickie Collective, et vous allez tomber sur un repo dans lequel il y aura plein de shaders. On mettra cela très certainement dessus, si ça te dérange pas. Ah non, pas du tout. Mais mettez ce que vous voulez de moi sur. De toute façon, je fais partie du cookie, donc. Voilà, magnifique. Et à Marx Mikkelsen qui demande, vous en pensez quoi des cours de Open Classroom d'ailleurs? À une époque c'était cool. Enfin, moi je sais pas, j'y vais pas depuis 10 ans, donc même plus. Quand j'y allais, les cours c'était les meilleurs, quoi. Enfin, même nos profs nous disaient que c'était cool. En termes de shader, est-ce qu'ils ont des cours sur le shader? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je crois que le cours de Python est assez cool. Tout. De manière générale, depuis qu'ils sont passés MOOC, de toute façon, comme c'est payant, je suis pas spécialement allé voir. J'ai pas de retour là-dessus. C'est juste avant, à la bonne époque, il y a plus de 10 ans, c'était la référence, quoi. Donc c'était vraiment les meilleurs cours pour les débutants. Donc sans vouloir faire de la pub pour Open Classroom parce que ça reste une start-up. Je pense que c'est à essayer, quoi. Si tu as accès gratos, lance-toi. Et je pense pas qu'il faille chercher une source ultime de formation, parce que en fait, suivant les personnes on le voit aussi même avec nous en cours, suivant les profs, en fait on va apprendre différentes choses, et c'est justement le fait de parler à plusieurs professeurs, en fait, qui nous fait comprendre notre propre vision finale de la chose. Donc hésite pas, regarde sur Open Classroom si tu peux, effectivement, vas-y, apprends autant que tu peux, mais regarde ailleurs aussi, et comme ça t'apprendras doublement en fait. On a 2 dons. Un de Bretzel qui a donné 50 €. Merci Bretzel, c'est assez énorme quand même. Et de Xor qui vient de donner 150 € et qui a dit bravo pour cette initiative, continuez ainsi, pas de Noël pour les bourgeois. Passe F, tout applause. Donc oui, merci à vous. C'est Poutou, c'est super c'est cool. ça qu'on dit? Comment? C'est Poutou. Ouais, c'est Poutou. C'est super Poutou. Est-ce que c'est pas bientôt ma fin? Je fais encore un truc et après je laisse la main. Ouais. Ça fait combien de temps Salut mauvais oeil. Ça fait combien de temps que je fais ça? Est-ce qu'il faut que je laisse la main un petit peu après? Bientôt 40 minutes, comme on a eu 10 minutes de retard, ça fait 40 minutes. Ok, donc je fais un dernier petit effet, puis après je laisse. Ça marche. Donc nous voici dans le temple du marxisme, le temple de la gauche. Vous avez pu le voir déjà, c'est un magnifique musée, avec la seule personne affichée qui est la seule personne à être je viens d'avoir une value. idée. Je vais essayer un truc. Oh Alors dépêche-toi, t'as pas beaucoup de temps. Ok, non c'est vrai. Arrête. D'ailleurs, je crois qu'on avait une question un peu pour la cookie. Attends, voir. Clac, je remonte. Je vais essayer un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu fais rire.
pense qu'il va y avoir une apparition d'une autre photo qu'on avait vue tout à l'heure. Non? Oui. Ouais, Ah. hein Ah oui, oui. On va essayer. Quoi, qu'est-ce qui se Mais passe? oui, ta texture s'appelle déjà Lionel. Ah merde, c'est vrai. Zut, oh zut. Excusez-moi, je voulais pas. Oui. C'est vrai qu'après, on n'a pas passé trop de temps à expliquer le code, parce que c'est vrai qu'on a vu Flopin coder, mais on n'a pas passé trop de temps à expliquer ce qu'elle a fait. Donc s'il fallait donner juste quelques petites indications, frame, room, colonne, c'est justement des fonctions qui vont définir donc ce qu'on appelait la signed distance function, ça veut dire fonction de distance signée. Distance signée parce qu'en fait, quand on est à l'extérieur d'un volume, la distance est positive pour rejoindre le volume, et quand on est à l'intérieur du volume, du coup, la distance est négative, c'est-à-dire qu'on est poussé à sortir du volume. Sans trop rentrer dans les détails du remarching qui vous a déjà été expliqué. Et du coup, un petit peu, oui. Et du coup, voilà, donc les fonctions qu'on voyait là-haut, en fait, c'est des fonctions, des petites fonctions utilitaires qui vont définir voilà, des solides de base, notamment box, en fait, définit un cube. Donc le premier argument P, c'était donc du coup le point en fait qui va marcher sur le rayon, c'est-à-dire qui va faire des itérations jusqu'à trouver, jusqu'à rencontrer un volume. Et ensuite le deuxième argument à box, c'était la taille de la boîte. Et donc c'est comme ça que très rapidement on peut mettre une boîte. Donc on a eu pareil colonne, donc ça faisait un cylindre avec plusieurs renfoncements, etc., etc. Donc là, on est en bas du shader. En fait, on va pouvoir utiliser les fonctions qu'on a définies en haut. Et là, on va faire autre chose. Et notamment, là, ce que vous voyez, des lignes 183 à 194 à peu près, c'est la boucle de remarching qui est très très simple. Et en fait, qui vous dit simplement, pour un certain nombre d'itérations, donc là, c'est la constante qui s'appelle iter. Je sais pas, tu l'as mis à 30 ou... Non, je l'ai mis à 100. 100, ok. Désolé. Ouais, mais c'est une 1080, c'est ça? Oh, non, c'est une 2060, Ah, bon, ouais. ça va. Donc c'est Ça bon, va, j'ai pu venir. J'ai pu. Voilà, mais en tout cas, vous voyez que c'est l'algorithme de remarching est très très simple en soi. C'est vraiment que, voilà, on va répéter 100 fois en fait. Donc là, l'algorithme, vous le voyez, hein, donc ligne 185, on obtient la distance au point qu'on a appelé P. Si la distance est inférieure à un nombre très petit, 0,001, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a atteint de la géométrie, et donc on peut s'arrêter, on peut calculer de la couleur, etc., etc. Et sinon, on continue de marcher sur le rayon. Donc en fait, c'est vraiment un algorithme qui est très très simple. Et donc là, vous voyez la fonction SDF au total. Donc déjà, p.z plus égal time, ça veut dire que on va se déplacer le long de l'axe z en fonction du temps. Donc si vous avez juste en tête vraiment un repère 3D, donc on a x, y, z. Et z, effectivement, c'est l'axe un peu préféré pour se déplacer en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on marche à travers le temple. Voilà, après... Qu'est-ce qu'on peut dire après? C'est vraiment que des jeux mathématiques, hein. Donc il y a vraiment aucune surprise là-dedans. Nice. Oh yes. Ah yes. Ah c'est beau. Alors je vais le faire tourner, puis après je m'arrête là parce que je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. C'est magnifique. On a un don de Fleur qui vient de donner 5 €. Merci à toi Fleur, avec un petit message, cœur pour la loot. Gros cœur pour la loot. 3 petits cœurs, ça s'assemble en un gros cœur. Et donc ça veut dire qu'on est à 88 893 tours. Génial. En plus
que ça, ce truc de projeter des textures en lumière, on appelle pas ça une cookie par hasard? Comment t'as fait là pour la projection? Alors, c'est complètement n'importe quoi. C'est du hasard. Ah oui, alors, peut-être qu'on en parlera quand je serai sur le canapé, mais je ne sais pas à l'avance toujours ce que ça va faire parce que je suis pas non plus une énorme génie des maths. Et donc, des fois, j'ai des idées, je teste des trucs, et ben, il s'avère que là, par exemple, c'est cool. Donc, tant mieux. Je ne savais pas que ça allait projeter comme ça, en fait. Mais en fait, en gros, ce que je fais, c'est que je fais de l'accumulation. Je fais une technique de glow assez simple qui est d'accumuler la distance sur ma forme. Et ce qui fait une sorte de bloom. Et ce glow, au lieu de lui donner une simple couleur, je lui donne la couleur de ma texture. Et il s'avère que du coup, grâce à l'accumulation, la texture est reprojetée. Mais ça, je ne le savais même pas que ça allait faire ça. Donc, c'est un peu une bonne surprise pour moi aussi. Voilà. Parce que, est-ce qu'il faut absolument savoir ce qu'on va faire à l'avance? Non, c'est rigolo de... Bah, on pourra en parler peut-être quand on va switcher. Non, moi je trouve que ce qui est bien, c'est de connaître des bases, et après c'est de jouer avec ces bases sans savoir forcément ce que ça va donner. C'est ultra drôle. Eh ben, merci Flopin pour ce superbe shader. Merci. Donc, qu'est-ce qui vient après? C'est qui? C'est toi? Ouais. Moussan et toi? Ouais. Ok, bah je crois que t'as ton laptop ici. Installé sur le rebord du canapé pour... Ah oui. Oui, donc j'ai noté ta question à Site. Où est-ce que c'est la prochaine cookie dont tu parlais? La petite cookie. C'est pas encore défini? Bah alors, si, c'est défini, mais je sais pas à quel point, parce que c'est pas moi qui est censé faire la com. D'accord, bah du coup c'est... On devient des professionnels maintenant, on a des... Voilà, Oui. Il faut qu'on fasse des flyers, tout ça, et c'est... To be enhanced. Mais en tout cas, Merci Dr Gaspars. Mais suivez-nous, on est sur Twitter et Facebook. Et on a un site aussi, cookie.paris. Merci Zotov. Alors, je me mets là sur le... Bah oui, mais tu mets au milieu. Allez. Tu me domines. Voici Flopin. Elle vient de passer derrière l'écran. De l'autre côté de l'écran. Ah mais j'ai une mèche qui est verte et du coup elle se... Du coup elle est qui est. C'est pas grave, ça fait un style. C'est pas grave. Tu seras quasiment multicolore. Un arc-en-ciel partiel. Oui. Un arc en partiel. C'est beau les arcs-en-ciel. Bonjour tout le monde. Ça vient d'où le nom Cookie? Ah, il y a une raison. Ah, il y a une raison. Il y a une raison. Mais je la connais même pas, je crois. Ah bon? Faudrait que chaque nouvel arrivant de la cookie ait un petit dépliant pour savoir à quoi répondre ce genre de questions. Coucou Anton. Alors, on avait quelques... On pourra vous le dire, mais du coup, si vous venez à l'événement du 1er février. Exactement. Ouais, on avait quelques petites choses. Alors, une vieille question de Bloodlink qui disait, je pense au Beijing moderne 3D à la Ines Alpha, etc. Alors, c'est des softs que je connais pas du tout. Du coup, désolé, je pourrais pas répondre à ça, genre à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a une source de lumière dans Shader Toy, genre des lampes différentes à différents endroits de la scène? Je crois que dans le remarching, c'est pas le cas. Absolument pas, il faut les hardcoder, il faut hardcoder la lumière, il faut hardcoder tout. Tout, c'est très roots. Mais du coup c'est très rigolo. Pareil, vos spéculaires, il faut les hardcoder, il faut connaître la formule de Fresnel, la formule du spéculaire, etc. Sachant que c'est des ressources qui sont accessibles sur internet. Et c'est le truc qui est assez cool aussi quand on se met à faire du shader, c'est que à partir du moment où on a commencé à faire les trucs un peu basiques, genre les carrés, les cercles, la répétition, etc., que vous avez compris le déclic du remarching, c'est qu'en fait vous allez tomber sur des sites avec des gens super wholesome qui vont vous donner des nouvelles équations, des nouvelles formules et tout. Et bah en fait il y aura juste à les copier-coller, voir ce que ça fait et se dire genre ah j'ai appris un nouveau truc, on pourrait l'apprendre par cœur, essayer de le comprendre. Et en fait toutes ces ressources là sont accessibles en fait, et ça qui est génial, c'est qu'il y a la pratique est jamais vraiment finie quoi. Mais c'est un vrai bac à sable, c'est super sympa. Quoi tu nous fais un petit rewind Ah putain c'est vrai. Ouais, tu fais avec la bouche, je sais pas. Voilà, c'était un beau rewind à la bouche. Alors du coup... Merci Psychout quand même, c'était super ton Merci set. Psychout.
J'espère que vous avez aimé son set. Enfin, y a pas de raison pour que vous l'ayez pas aimé vu qu'il est déchiré de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est tout. Vous avez pas le choix. Shout out to Psychout. Ouais, en fait, j'ai le chat à côté là, j'ai tout mon fan club. Ah ouais, d'accord. Moi j'étais à deux doigts de te dire genre ouais, il y a Blue Blink qui arrête pas de dire genre ouais, Psychout trop bien. En fait, tu savais déjà. Une question sur le marché du travail dans les filles. Ouais, il y a une question super intéressante sur le marché du travail, je la note. Tac. Stress pas, t'inquiète pas, ça va aller. Je te vois soupirer. Ah, bon, ah non, pardon. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben, je sais pas, ça peut me le dire. Ouais, On va voir Nusan et en même temps, Tout à fait. jouer. Eh bien, nous avons Nusan au shader. Bonjour. Nusan au shader et Coltes que vous avez vu un instant qui va nous faire du live coding audio. C'est-à-dire que ça va être comme le live coding shader que vous avez vu là. Alors vous pourrez pas avoir son... Est-ce qu'on aura son retour du code? Oui. Trop bien. On a les deux, on pourra Trop bien. switcher entre les deux camps. Trop bien. Et en fait, il va faire un peu... Bah en fait non, il n'y a rien de compliqué. C'est qu'il va, il va coder du son, il va coder des patterns, il va coder du sound design. Alors, c'est plutôt du sequencing. Hein. C'est plutôt du sequencing, ok. Enfin, là, en l'occurrence. Parce qu'il y a plusieurs, on en reparlera peut-être après, mais il y a plusieurs façons de faire du live coding de son. Et Et donc du coup, lui, il utilise une manière, il utilise des techniques assez haut niveau, un framework assez haut niveau, qui permet de lui abstraire toute la partie génération de son, genre faire tel type de courbe, machin. Il a déjà un set d'outils de son qui sont déjà faits et il a plus qu'à les séquencer, à les moduler, à les paramétrer, etc. Ce qui est déjà pas mal. Avec un logiciel qui s'appelle donc Tidal Cycles. Tidal Cycles. Bah, je crois qu'on est pas mal. Si la tech est ok. Ah bah trop bien, en plus il y a le code en vrai. Ah, et bah c'est parti. Et donc gros shout out à notre ami Antoine qui est à la régie de nouveau. C'est sa main que vous voyez. Magnifique régisseur. Très doué. Très doué. Hop. Alors oui, donc du coup je vais continuer à dépiler un peu les questions. C'est quoi l'équation de la Joconde? T'es pas obligé de répondre. Un jour, je la ferai parce que ça fait plusieurs fois qu'on me la demande en live. Parce que je fais des lives aussi moi-même de temps en temps. J'ai une chaîne Twitch. Ah, alors attendez, on a un problème technique. Si, c'est bon? Ah, c'est juste que nous, on l'entend pas. Bon, c'est pas. Bon. Oui, bah oui, parce que j'envoie un NDI quoi. Donc, Ah ouais. on va savoir. Ok. Ok. On peut pas avoir le son de ton laptop? Bah, je pourrais peut-être. Juste ton haut-parleur peut-être? Bah là j'ai déjà le haut-parleur. Ah oui, mais il a envoyé un ok, NDI. d'accord. C'est le haut-parleur qui a envoyé un NDI. Ouais, mais c'était un mini jack. Ouais. Hop là, c'est super. Last minute setup. La cookie c'est toujours un peu rousse mais ça marche toujours très Ah. On est des amateurs du roots. bien. Tout à fait. Ah bah on entend, ouais, c'est bien. Ouais, on peut le monter un peu. Hein. Attends, on va le monter sur les enceintes, enfin, pas sur la mixette. Ouais, là, ça ira. Hop. Ouais, désolé Alors, pour cette petite Du pause coup, tech. l'équation de la Joconde, je la ferai un jour, mais pas là. Donc ça fait des tac-tac sourds, ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'il y a pour l'instant, c'est ce que son code décrit, et bah ça fait des tac-tac. Donc, où ça, les ateliers de live coding? Bah du coup, comme on vous a dit, on sait pas encore. Enfin, on sait, mais ça va être annoncé très très vite. Macron avait pourtant dit qu'il ne voulait plus aucun SDF. Bah nous, moi j'en fais tous les jours, hein, des SDF. Tu fabriques des SDF. Désolé. Est-ce que c'est du JS? Alors non, comme on disait au début, c'est du GLSL. Oui, vous pouvez aussi Question de coder Boosty. du shader en HLSL, en métal ou en vulcan. Et d'autres choses peut-être que je ne connais pas, mais ce sont ceux que je connais. Alors si vous voulez voir un truc faisable par un débutant en un week-end qui s'est déjà un peu programmé, il y a le shader 3TD3ZN sur ShaderToy. Est-ce que tu connais ce shader? Bah j'imagine que c'est celui de Tregui, je crois savoir qu'il s'y est mis il y a peu. Et c'est assez intéressant, oui. Donc allez voir le shader 3TD3ZN sur ShaderToy. Oula, il y a mon charge de Mac, c'est bon. Ok, donc je crois que la question a déjà été répondue dans le chat, mais une RTX 2000, est-ce qu'elle est meilleure pour faire ce genre de choses qu'une GTX? En fait, normalement, à chaque nouvelle génération de cartes graphiques, elles sont plus puissantes. Donc normalement, oui, c'est mieux. Est-ce qu'on est open pour faire une partie à l'extérieur de Paris avec la cookie? Toujours, nous, des fois, on se déplace, il n'y a pas de souci. Enfin, soit on s'arrange, on voit ce qu'il est possible de faire, mais
souvent, on peut aussi se greffer à d'autres événements. Mais nous, on adore. On fait pas que des trucs sur Paris. C'est parce qu'on habite majoritairement sur Paris. Et du coup, ça finit un peu comme ça. Mais on aime bien aller dans plein d'événements différents et se greffer à d'autres choses lorsqu'on est invité ou quand on se propose. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez d'ailleurs fait des démo parties à Lyon, je crois. Non, Oui, on fait régulièrement des démo parties parce qu'on est un peu tous des démocineurs. Et il y en a une effectivement au-dessus de Lyon, dans une petite ville pittoresque s'appelant Toissé, qui est assez sympathique, qui s'appelle la VIP. Et il y en a plein en Allemagne. Du coup, il y a une dernière question de ce que j'ai noté pour l'instant, donc je vais te laisser y répondre avant que je catch up le reste du chat que j'ai pas pu voir. Donc du coup, la question c'était comment est le marché du travail dans les shaders. Genre en gros, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a du travail? Comment t'appliques ça à ton travail en fait? Alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de travail vraiment où vous allez arriver à votre poste et coder du shader toute la journée, à part peut-être Fabrice Néré. Mais alors généralement, ce qui est bien, je pense, avec le shader, c'est que ça vous apporte une compréhension globale de comment fonctionne une image, de comment fonctionne un shader, que ce soit le vertex, le géométrie, le tessellation, le fragment. Et donc du coup, grâce à ça, ça peut vous aider à être performant dans le jeu vidéo, par exemple. Écrire un shader, vous pouvez par exemple le reproduire sous Unreal avec votre shader graph, imaginons. Donc ça, je dirais pas qu'il y a un marché du travail du shader. Je dirais... Pardon. Il a mis le A de Denis Brognard dans ses samples. Ah. Pardon. Et donc du coup, je pense pas qu'il y ait un marché du travail du shader, sauf si peut-être vous faites du WebGL avec Three.js, tout ça. Mais il y a plutôt une compréhension globale qui vous aidera dans le marché du travail du jeu vidéo, par exemple. Voilà. Et alors, pour être tout à fait honnête, par exemple, si vous faites des concours de shader, vous vous rendrez compte que c'est un peu de la poudre aux yeux, mais en fait, parfois sur les recruteurs, ça marche. Voilà. Oui, donc au final, c'est plus que la pratique du shader te permet de te donner des armes, te donner des connaissances par rapport à ta pratique professionnelle, en fait. Oui, c'est plus ça. Et ma pratique professionnelle, parfois, peut aussi m'aider avec ma pratique du shader. C'est une compréhension globale de l'image, de comment est générée l'image en temps réel. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Du coup, on avait une question de Zarrock qui était: bonsoir, est-ce qu'il y a un équivalent du langage de shader pour faire de la musique? Je sais pas, on dirait. Donc oui, effectivement, il y a ce langage qui est Tidal Cycle. Alors ça, c'est le logiciel, mais je crois que c'est écrit en Haskell. Ça, c'est le langage. Voilà, c'est une librairie Haskell, donc ça, c'est le langage de programmation. Haskell, Tidal Cycle, c'est la librairie qui peut être apparentée presque à un soft. Enfin, franchement, moi, j'appelle ça un soft, mais plus une librairie Haskell, apparemment. Voilà. Haskell, qui est donc un langage de programmation que je n'ai aucune idée de quoi il ressemble. C'est pas dérivé du C++ un peu? Non, pas du tout. Ah, je confonds avec le Rust, pardon. C'est un langage très mathématique. Je sais pas si on m'entend là. Ouais. C'est un langage très mathématique et en fait, on peut le voir, c'est que c'est très concis par rapport au GLSL à côté où les lignes de code sont assez grandes. Là, c'est vraiment les appels des fonctions, vous voyez, c'est vraiment ultra concis et c'est ça qui est bien avec ce framework. Donc Tidal Cycle, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez le télécharger et l'essayer, vous verrez, c'est vraiment cool. Et donc effectivement, en très peu de lignes, en fait, on peut exprimer rapidement ce qu'on a en tête et le changer très rapidement. Et donc pour les séances d'improvisation comme ça musicale, c'est vraiment très adapté. J'ai vu un petit commentaire passer dire que Tidal Cycles était libre. Je veux aussi préciser que Bonzomatic est libre. Hein. On a essayé de choisir des logiciels que vous pouvez vous procurer sur GitHub tout à fait simplement. Vous avez des builds de Bonzomatic à la fois pour Windows, Mac, Linux aussi, je crois. Donc vous pouvez l'essayer chez vous. Bonzomatic, B-O-N-Z-O-M-A-T-I-C, sur le GitHub de Gargage. C'est pas multiplateforme en plus? Eh ben oui. Oui, génial. Oui. Génial. Là, Nusan est en train de nous faire une forme super intéressante aussi.
quand même. Donc il utilise aussi du remarching, c'est de la 3D, voilà. On en a un peu parlé, mais si vous avez à nouveau des questions, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et donc il est en train de nous faire une petite forme rigolote, je me demande bien ce que ça va être. On dirait un peu un coffre à trésor. Ouais, il y a des fenêtres... Non, c'est pas des... Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir. Mais on voit bien le glow Copyright Nissan. Oui. Le fameux le Glossan, du coup. Le Glossan. Le On utilise à peu près tous le même, hein, je crois, de glow. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai piqué à LSD Live, donc c'est lui qui m'a appris des trucs là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah, il y a Seirin21 qui disait j'aimerais avoir un semblant de fibre artistique pour faire ce genre de choses. Alors moi j'ai un truc là-dessus à dire, c'est que j'ai commencé à me sentir artiste quand j'ai trouvé mon médium. Pardon. J'ai jamais eu l'impression d'être artiste avant, en fait. je trouvais que je dessinais comme du caca, je peignais comme du caca, j'étais vraiment pas douée, quoi. Et le jour où j'ai trouvé ce médium qui m'a tellement passionnée que j'en ai fait tous les jours pendant 1 an, là, je me suis sentie artiste parce que j'avais trouvé la façon de m'exprimer, de faire les compositions que j'avais en tête et de faire sortir ce que j'avais en tête, ou en tout cas ce que j'avais envie de faire. Donc, il n'y a pas besoin de fibre artistique. Essayez, et si ça vous plaît, vous allez continuer et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se dégage parce que vous avez une proximité avec... C'est un médium. Voilà, c'est... Vous allez essayer l'aquarelle, ça vous va pas. Vous allez essayer la peinture à l'huile, ça vous va pas. Bah, peut-être que le shader coding, ça vous ira et vous vous sentirez artiste. Et c'est pareil, c'est un truc qu'avec la pratique. Moi justement, j'avais suivi un workshop de la cookie. Je savais pas du tout faire de shader. Enfin, je connaissais un peu le principe, mais je savais pas faire de remarching, tout ça. Je suis ressorti du truc. Je savais toujours pas faire de shader. Mais j'avais quelques clés déjà. Mais du coup, en fait, on s'est un peu entraidé avec un ami qui était là aussi. Et après, le déclic s'est fait. Et en fait, j'ai commencé à en faire un petit peu de mon coin et me dire ça fait quoi si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça. J'ai commencé à me dire vas-y, le fond je vais le faire comme ça. Et là j'ai commencé à faire un truc, je me suis dit waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et cette boucle là je pourrais l'utiliser en vidging, je pourrais l'utiliser comme ça. Et je trouve que c'est vraiment le truc avec cette pratique, c'est qu'en bidouillant on arrive à des choses. Et mais un peu comme tout en fait, en musique c'est pareil, hein, faut pas croire que les gens qui font de la musique, et ça c'est un truc qui était pas mal discuté dans les streams précédents, genre de JB et tout, c'est qu'en fait quand on fait de la musique, il y a forcément un moment où on va faire de la merde, quoi. On ne naît pas génie, quoi, on ne naît pas extrêmement bon dans sa pratique. Et dans le processus de création musicale ou de faire du shader, il y a toujours une période, un moment où on va tâtonner, on va faire des choses, et en fait on va garder que le meilleur de ce qu'on fait en fait. Mais ça peut arriver une fois par semaine, une fois par mois, etc., quoi. Moi je pense qu'il y a un truc qui dessert énormément Je pense qu'il y a un truc qui dessert énormément l'idée qu'on a de l'art ou des artistes, c'est l'idée que l'artiste doit être dépressif pour faire des choses bien. En fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve qu'au contraire, plus on s'éclate, plus ça veut dire qu'on a trouvé la façon dont on aime dire les choses. En général, parce que pour moi l'art c'est ça, mais après c'est très personnel. Mais et du coup, cette image de mon Dieu, je dois être un artiste dépressif pour être un génie, je la trouve un peu ridicule. Et je pense qu'au contraire, faut s'éclater dans ce qu'on fait. Et comme vous vous éclatez dans ce que vous faites, vous continuerez. Et comme vous continuerez, vous deviendrez bon, etc., etc. Ça commence à bien se former là, ce que nous fait Nussan. On dirait ça a des petits trous. Oh, c'est trop mignon. Des petits trous qui bougent. C'est trop mignon. C'est pas le bon axe là, Nussan. Change ta rotation. Alors on a un don de Karim 2017 qui a donné 30 € et qui a dit vive la révolution. Merci Karim. Merci à toi. Oui. Alors. Voilà. Ça spoil là. Ça spoil. Non. Ça spoil tout. Ah, c'est un son qu'on n'a pas beaucoup entendu ces derniers temps. C'est vrai.
en espérant qu'on l'entendra bientôt de nouveau. Enfin, du moins pour. Parce que le gouvernement aura cédé. Exactement. C'est super ce qui se passe de ce stream de Kikirit. Merci beaucoup à toi. C'est cool. Bah, c'est tout en fait. Voilà. Il n'y a plus de questions. Pour l'instant. Oui, il doit y avoir d'autres questions, mais ça parle pas mal dans le chat, donc merci à vous pour votre présence. Votre réactivité. Ils sont combien? Je sais pas, j'ai pas l'info là. Oh non. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu fais à l'école, enfin à l'école au. Ma thèse? Ta thèse, voilà. Alors je suis encadrée par une team de gens trop cool. C'est-à-dire que c'est mon équipe de recherche qui s'appelle InRev, Images numériques et réalité virtuelle, notamment composée, donc ma directrice de thèse c'est Chuyin Chen, peut-être que vous la connaissez. Sinon c'est un laboratoire composé de gens très très chouettes comme Monsieur Rémi Soyer par exemple, Cédric Plessier, etc. Donc ça y est à l'université de Paris 8. Grande université avec une histoire extrêmement intéressante. Extrêmement de gauche également. Extrêmement de gauche, voilà. C'est pour ça qu'elle a été rasée en un week-end pendant les vacances d'été dans les années 80, je crois, ou je sais plus. Ah ouais. Oui, il y a Franck Lepage qui a fait une vidéo là-dessus, très intéressante. Oui, donc en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la formation qui est affiliée à ce laboratoire qui s'appelle ATI, Arts et Technologies de l'Image. Et la dernière année, on devait écrire un mémoire. Ce que j'ai fait, j'ai vachement aimé. J'avais écrit un mémoire sur la réalité virtuelle. Et je me suis dit, je vais continuer. Parce que j'avais bien aimé la recherche, j'étais super fière de mon travail, ce qui est très rare pour moi d'être fière de mon propre travail. Donc j'ai continué en thèse et j'ai commencé à vouloir écrire sur la réalité virtuelle. Ou en tout cas, à vouloir faire de la recherche sur la réalité virtuelle. Et après, j'ai rencontré le shader coding dans une démo partie. Peut-être qu'on en parlera après. Je sais pas si vous avez dit ce que c'était une démo partie, mais Non, on en parlera après. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer, j'ai adoré. Et en fait, moi, je fais ce qu'on appelle de la recherche-création. C'est assez, pour l'instant, c'est assez flou. Il y a pas un. Chacun fait un peu de la recherche-création à sa manière. Mais le but, en tout cas, c'est de parler de création. Et de parler de création au sein de la recherche. Donc en gros, moi j'ai décidé de partir de ma pratique artistique pour écrire ma thèse, qui n'est bien sûr pas encore écrite. Faut pas rêver. Et donc du coup, comme je devais partir de ma pratique artistique et que j'avais commencé un sujet sur la réalité virtuelle, mais qu'en fait je pratiquais plus du tout de réalité virtuelle et plutôt du shader coding, 1 an et demi après le début de ma thèse, j'ai changé de sujet pour celui que je vous ai cité pendant que je codais tout à l'heure. Et donc voilà. Alors, je sais pas encore exactement la forme que ça va prendre. Pour l'instant, j'emmagasine de la donnée. Donc j'emmagasine de la création, j'emmagasine des façons différentes de créer, et je vais bientôt passer à des interviews. Donc je vais essayer d'interviewer des gens du domaine du creative coding en général. Trop bien, on a un super sample. Et on a aussi une jolie forme de train. C'est trop choupinou, j'adore. Il est fort, Nusan. Il est fort, ce Nusan. Il est trop fort. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question de ma thèse, et il y a d'autres questions, je crois. Ouais, merci pour ta réponse. Rien à voir, mais est-ce que vos collègues sont favorables à la grève? Alors dans notre boîte, oui, et nous-mêmes, oui. Et en fait, il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de monde du STJV dans notre société. Et nous-mêmes, d'ailleurs, adhérer au STJV, soutenez les camarades. Et voilà. Donc du coup, oui, nos collègues sont assez favorables, je trouve. Parce qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient absents ou qui étaient en télétrravil. Et il y en a toujours deux, trois qui font des blagues pas drôles là-dessus. Ouais, mais sinon, il y a un peu de sel comme, bien sûr, mais globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé. Du coup, faut combien d'années pour faire du live coding comme ça? Parce que c'est incroyable. Merci Fleblax. Tu as un peu répondu à la question? J'ai appris en un week-end. Après, pour arriver à ce niveau, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai pratiqué parce que j'adorais ça. Mais la base du remarching, je suis allée chez un ami, Westmind, dans la démocène, qui s'y connaissait bien, et j'ai passé le week-end entier chez lui. Je lui ai demandé apprends-moi. C'était dur. Il m'a appris les bases mathématiques, et justement grâce à ces bases mathématiques, ça m'a permis de comprendre tout le reste en fait. Enfin tout, je comprends pas encore tout, hein, mais ça m'a permis d'être autonome. Et donc ensuite j'ai pratiqué régulièrement. Par exemple pendant 3 mois pendant 1 mois et demi, avant mon premier concours en Allemagne, j'ai pratiqué tous les jours. Pendant 1 mois et demi.
Et franchement, je m'appuie un peu toujours sur les mêmes techniques. Hein. J'ai pas tant bougé que ça. C'est juste que j'ai manipulé ces choses de différentes façons au fur et à mesure du temps. Et ça m'a donné ce que je sais faire aujourd'hui. Mais faut pas 5 ans. Hein. C'est pas... Après, moi, j'avais des bases de 3D. Hein. J'ai fait des études globales de 3D généraliste. Donc, j'avais déjà utilisé un Maya, un Blender. Je faisais déjà de la modification d'image un petit peu, mais juste pas avec le code. Fort bien. Alors on a un don de Jep qui vient de donner 20 €. Merci Jep, merci beaucoup. Donc voilà, en un week-end on peut apprendre le raymarching. Alors effectivement c'est vrai qu'il faut peut-être avoir quelques bases de programmation, ou au moins peut-être être un peu à l'aise avec le GLSL, ou même le C, peut-être plutôt le C. Mais justement j'avais noté un petit truc, c'était Riposte qui demandait les compétences en maths. Alors je sais pas si c'était relaté ou ça, mais ça, je trouvais ça intéressant. Est-ce que t'es bonne en maths en fait? Est-ce que t'as déjà été bonne en maths, mais est-ce que de manière générale t'as des bonnes affinités avec les maths? Parce que c'est souvent un truc qu'on nous dit, et même juste en programmation ou en 3D. Moi, quand j'étais à l'école à ATI, ma mère me disait mais du coup tu fais quoi? C'est des codes que tu rentres, c'est des chiffres que tu mets, tout ça. Donc du coup non, pas du tout. La 3D c'est pas ça, c'est plus de la modélisation, du rendu, des paramètres à mettre. Et en programmation, j'ai la même. Il y a plein de gens qui me posent la même question en fait. C'est genre non, moi je pourrais pas faire de code parce que je suis pas bon en maths, etc. Moi, faut savoir que je suis pas ouf en maths, genre vraiment pas ouf quoi. Genre niveau lycée max quoi. Donc du coup oui, quelle est ton affinité avec le... J'ai jamais détesté ça. Je crois que j'aimais plutôt bien ça. J'ai fait un bac S, mon père est prof de maths. Alors niveau collège, hein, je précise. Puis aujourd'hui il est à la retraite, alors je sais même plus si... La dernière fois je lui ai posé une question sur les symétries de solides platoniens. Il m'a regardé, il avait rien à dire. Donc voilà, non, je dis... De toute façon, mon père ne regarde pas Twitch, donc ça va, je peux dire ce que je veux. Mais alors, je pense que du raymarching, c'est des maths niveau lycée. Vous pouvez vous en sortir avec des maths niveau lycée. Franchement, c'est des produits scalaires, c'est des produits vectoriels. Et un petit tour sur Wikipédia... Et je pense que vous pouvez vous en sortir. Je pense que le plus important, comme dans beaucoup de choses, c'est de comprendre la logique et de comprendre le fonctionnement. Et après, les maths, ça va quoi. Faut savoir ce que c'est un sinus, un cosinus. En plus, vous avez plein d'outils qui existent aujourd'hui pour faire des graphes. Genre, vous tapez votre fonction et ça dessine un graphe de cette fonction. Comme ça, vous pouvez tester ce que ça rend mathématiquement. Je pense à Desmos, par exemple, qui est en ligne. Hein, vous allez dans votre navigateur web préféré, vous tapez Desmos, D-E-S-M-O-S, vous tapez et vous avez des slots pour taper vos fonctions et pour grapher, pour voir ce que ça fait. Si je peux intervenir là-dessus, la première fois que je suis arrivé dans un shader showdown de la Cookie Demo Party, donc s'il était 22h30 passé, c'était la fin du cookie, on croyait qu'on allait arriver en retard et tout ça. Bon, on arrivait là-bas, tout le monde était bourré en train de faire du code, etc. Mais ça continuait. Non, on n'a pas le droit de boire ici, mais on a le droit de dire que les gens étaient bourrés. Et en fait, ce qui m'a soufflé en fait avec ce genre d'événement et cette communauté, en fait, c'est que, en particulier la communauté parisienne, la cookie, tout ça, c'est qu'en fait, il y a un moment, il y a une personne qui a utilisé Desmos. Que je connaissais pas du tout à l'époque, hein, et que je connais toujours pas vraiment, mais qui arrivait devant un graphe et qui tapait des équations et qui a fait un bonhomme de neige. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est genre les gens ils font pas juste du shader, ils sont aussi là pour faire. Enfin, en fait, c'était vraiment l'expression. Alors que tout le monde faisait du shader avant, elle est arrivée et paf, elle a fait des équations, elle a fait en 25 minutes, elle a fait son bonhomme de neige et c'était l'éclate quoi. Et du coup, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est un milieu où je pense que, du moins à l'heure actuelle, personne ne te jugera parce que t'es sorti un petit peu des sentiers battus quoi. Pas du tout, et en plus, je trouve que c'est un milieu qui apporte beaucoup. Et on devrait s'en inspirer pour l'éducation générale. Enfin, moi, avant, j'aimais bien les maths parce que j'étais un peu curieuse, mais j'ai jamais autant aimé les maths que depuis que je fais du shader parce que je vois à quoi ça sert et je fais de l'art avec ça. Et je suis pas la seule, hein, je parle de mon cas, mais voilà, je suis pas du tout la seule. C'est fantastique. Je pense que si on montrait plus rapidement aux enfants, aux adolescents, qu'on peut faire de l'image avec des mathématiques, mais ça serait
je pense, une révolution de l'éducation, on va dire scientifique entre guillemets, je pense. Même les jeux vidéo de manière générale, si on apprenait les maths en faisant des jeux vidéo, faire des jeux vidéo sur Unity ou sur Pico 8 ou tout ça, moi c'est pareil, il y a plein de trucs en maths que soit je maîtrisais pas très bien, soit c'était un peu des PTSD pour moi. À partir du moment où je suis rentré dans le game dev à titre personnel, donc même pas forcément en boîte, c'est là qu'il y a tout qui s'est un petit peu débloqué, quoi. Oui, puis bon, après, au niveau de la programmation, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites choses qui sont faites en ce moment dans l'éducation, j'ai l'impression. Il y a des Scratch, je crois qu'il y a je crois qu'il y a aussi des choses qui sont faites avec par exemple des petits jeux en bois pour faire comprendre l'algorithmie, parce qu'en fait dans de la programmation l'algorithmie c'est comme lire une recette de cuisine, c'est super simple en fait, c'est un truc qu'on fait tous les jours mais on s'en rend pas compte quand il s'agit du code, parce qu'il y a la grammaire au-dessus, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ouais, je pense que les milieux comme ça qui sont d'artistes numériques devraient avoir une voix dans l'éducation, je pense, parce que vraiment, il y a des belles choses qui sont faites. Et je crois qu'on n'a pas parlé de ce don. Vas-y, je te laisse. Et on a eu un don de Poyoyoyo qui a donné 20 € avec un très gentil message. Je donne pour la grève, mais votre stream me donne l'impression d'en sortir enrichi, avec un petit cœur. Donc merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de partager sa passion et de voir qu'il y a des personnes qui peuvent y adhérer, ou en tout cas s'y retrouver un petit peu. Complètement. Je crois qu'on a. Est-ce que t'as fini ce que t'avais à... Oui, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je voulais juste rajouter que Nusan est vraiment parti dans un truc trop cool. Moi, j'adore. J'aime bien le rendu un peu blanc comme ça, qui fait un peu papier. On a presque l'impression de regarder une maquette papier. Franchement, c'est magnifique. Bravo. Bravo. Et du coup, on a encore quelques petites choses qu'on peut dépiler. C'est bon, Sian est prête. Parce que là, du coup, on va peut-être pas tarder à switcher. Ouais. C'est parfait. Déjà, on va déjà switcher ? Bah ouais, dans 5 minutes, je pense que... T'as encore beaucoup de choses à faire, Nicolas ? Moi j'ai encore plein de trucs à faire, mais on peut switcher dans 5 minutes. 10 minutes sinon ? Test, tu veux faire un shader ou tu veux qu'on laisse... Ou au pire, on n'est pas obligé de synchroniser les DJ, hein. Tu pourras faire peut-être la fin si tu veux. Ok, bon bah continue du coup. Nickel. En fait, on a un set de chiptune qui arrive juste après, de Cyanide Densen. Donc restez pour ce set superbe de musique live par Game Boy. Et ça va être trop bien. C'est cool aussi, hein. Ouais, ça... Le live coding son est de qualité. De qualité. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre Tidal Cycle et Open Music ? C'est une question de camarade docteur. Je sais pas ce que c'est Open Music. Désolé. Tidal Cycle, ça a été développé par Alex McLean, un chercheur british, je crois. Ok. Très bien, merci de la précision. Donc ça c'est bon. Alors franchement c'est stylé ce qui se passe ici de Hades le Baroudeur. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a toujours le fantôme de Paris 8 ? Il y a toujours Gérard Gérard, le fameux. Ouais, il est toujours là avec son slip sur la tête. Mais c'est vrai, hein, il y a eu une émission qui a été faite sur lui et moi j'y suis repassée il y a 2 mois parce que mon équipe de recherche est à Paris 8, donc j'y vais encore de temps en temps. Je suis repassée il y a 2 mois, il était là. Mais il est un peu spécial, bah forcément il a un slip sur la tête, mais il est très sympa. Les peu d'interactions que j'ai pu avoir avec lui ou ma pote, il est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas s'il va repasser. Qu'est-ce que t'as mis Ah oui, Ruby. Ouais, j'ai plein d'autres choses. Ah oui, alors c'est encore une question sur les lumières, donc c'est pour ça que ça remonte peut-être un peu. Comment tu gérerais une scène où avec un nombre arbitraire de lumières ? Je suis pas satisfait des tableaux de taille fixe. Quoi ? Comment tu gérerais une scène où tu as un nombre arbitraire de lumières ? C'est la même chose, Un nombre arbitraire de lumière, c'est-à-dire... Ouais, mais ça date, du coup je suis pas sûre que la personne soit encore là. Mais un nombre arbitraire de lumière...
Ah oui, du coup, tu avais posé une autre question après, Technolapin, qui était est-ce que c'est un gros shader en vrac ou il y a un shader vertex et un fragment? C'est que du fragment shader. La 3D est fausse, entre guillemets, avec cette fameuse technique du remarching. On est entièrement en 2D. Là, ce que vous regardez, par exemple, chez Nusan, c'est les UV d'un plan. Et dans ce plan, on arrive à recréer de la 3D. Voilà. Désolée pour la question sur les lumières, je la comprends pas très bien. Et j'aurais pu effectivement faire des tailles de cadres différents en fonction de l'ID de mes répétitions. Mais j'ai pas trop eu le temps de faire ça, mais j'aurais pu. J'ai pu. Ah, tu es toujours là. Bah, hésite pas à préciser ta question si. Oui, sur les lumières, parce que je l'ai pas bien comprise. On a loupé les 88 888,88. C'est vrai qu'on a complètement explosé le goal. Mais on n'est pas loin des 89 000. Merci. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que hier soir, c'est hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, il y a eu un genre de get 77 777 qui s'est fait par petits pas, et il a été complètement explosé à un moment, mais on était vraiment pas loin d'avoir le get. Donc quel dommage. Et il y a une réponse de LSD Live sur les questions de lumière. Ok, bah merci LSD Live, merci OXCC pour ta petite réponse. Merci beaucoup. Vous me donnez envie de coller madame pour passer du temps sur ce genre de choses. Mais go Poyoyoyo, go, vas-y. Il y a pas mal, enfin il y a quelques membres du Cookie Collectif qui à un moment ont décidé de quitter leur travail. Hein. Ça je dis rien, hein, mais. Est-ce qu'ils ne se trouveraient pas dans cette pièce d'ailleurs? Bah, c'est mieux quand on a du temps. Voilà, mieux c'est quand on a du mieux temps. quand on a du temps. Oui. Et quand on peut, bien sûr, tout le monde ne peut pas, mais quand on a l'occasion de le faire. Trégui qui disait s'il y a des gens intéressés sur Toulouse, j'y connais quasiment rien, mais on peut se retrouver dans un café pour essayer de rien comprendre ensemble. J'ai rigolé de ces questions. Parce qu'à Toulouse, tous les ans, il y a le THSF, c'est le Toulouse Hackerspace Factory, qui a lieu au Mixart Miris. Et vraiment, vas-y, hein, c'est courant mai-juin. Et vraiment, faut y aller. C'est vraiment le rendez-vous de tous les Hackerspace de France qui viennent là. Et c'est 4 jours de bonheur. THSF. SF, Toulouse Hackerspace Factory. Factory, c'est ça? Factory, parce qu'ils peuvent pas dire que c'est un festival pour avoir des subventions. Ah, d'accord. Et Trégui aussi, c'est super ce que tu dis. S'il y a des gens intéressés sur Toulouse, on peut se retrouver en n'y comprenant rien ensemble. Parce que c'est comme ça que le Cookie a commencé en fait. Hein. On n'y comprenait pas tous grand chose non plus. Hein. Et on l'a fait ensemble et on s'est entraîné ensemble et c'était fantastique. Je crois que t'allais dire et on n'y comprend toujours rien, mais du coup on serait un peu décrédibilisé pour le reste de ces streams. On y comprend un peu plus, on y voit un peu plus clair. Ah, Triggy dit j'y ai donné un talk les 2 années précédentes. Ah, donc il Bah, connaît. très bien. Bah. Fantastique. Où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour apprendre? Alors c'est une très bonne question et justement comme on disait en début, on va essayer de compiler d'ici demain je pense, essayer de compiler des ressources, que ce soit des shaders un peu éducatifs, des vidéos YouTube, des sites avec des catalogues de fonctions et tout ça. On va essayer de compiler tout ça et vous les balancer dans le Discord. Donc ça arrivera. Merci Florimond pour ta question. Du coup, quand est-ce qu'on switch On va switcher très vite je pense. C'est quoi ça? C'est Pikachu! Oh, c'est Pikachu, je l'ai pas reconnu! Trop bien. Ah, et merci à quelqu'un qui avait donné une remarque gentille sur mon t-shirt. Je sais plus qui c'est, c'était tout début du stream, merci à toi. Ah, en revanche, ce que vous êtes en train de faire, c'est typiquement le genre de truc qui me met mal à l'aise, c'est beaucoup trop space pour moi. Ah! Ouais, bah, c'est un peu l'art abstrait, c'est vrai. Bah, heureusement que tu regardes pas des vidéos de synthèse de l'image des années 80, je pense que ça te mettrait encore plus mal. Regarde les vidéos de Michel Brett. Ouais, bonne ressource Michel Brett si tu veux passer une bonne soirée d'angoisse. De malaisance. Ouais, sans vouloir dire qu'objectivement c'est de l'angoisse, hein. C'est plus si t'as de l'angoisse par rapport à ça, ne regarde pas ça. Bah du coup je pense qu'on va pas tarder à passer au set de Sian. De quoi? On a plein de couleurs chez Nissan, c'est joli. C'est beau. Ah. Alors, comment on switch? J'assume ce que je Et j'assume ce que J'adore personnellement. Merci à toi, Sushilou. C'est cool que t'apprécies. Bravo, Coltès. Merci, Coltès.
Merci pour ce petit set de live coding. Donc une fois de plus, c'est Tidal Cycle, le logiciel qu'il utilise. On pourra en reparler, ou peut-être pas. On pourra peut-être en reparler, oui. Mais en fait, il y a, du moins rapidement, il y a d'autres softs qui permettent de faire ça. Donc le plus root, c'est Hyper Collider. Super Collider. Je crois même que Tidal Cycle est basé dessus, si je dis pas de conneries, voilà. Il y a d'autres frameworks en Python. Je peux parler oui. En fait, Je peux parler. Non, en fait, Super Collider, c'est le moteur, on va dire, synthèse sonore de référence. En fait, c'est celui qu'utilisent tous les chercheurs et tous les artistes qui ont une approche expérimentale. En fait, ça permet de programmer des synthés modulaires. Donc c'est vraiment cool et c'est vraiment très ouvert. Par contre, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un langage qui est assez verbeux. En plus, c'est un langage spécifique, donc qui est un peu dur à apprendre. Donc, c'est pas facile de faire vraiment du live coding avec. Par contre, du coup, il y a des choses qui ont été faites par-dessus. Et donc, Tidal Cycles a été fait par-dessus. Donc, c'est une librairie Haskell, mais qui envoie. En fait, c'est un peu comme s'il envoyait des commandes MIDI directement à Super Collider. En fait, c'est de l'OSC, qui est un peu le MIDI 2.0. Et aussi, il y a Foxdot, qui est là, qui est du Python. Donc, si vous avez plutôt... ouais, voilà, avec le PC, ça va être compliqué. Lâche le PC un peu là. Ouais, je sais qu'on est des artistes numériques, mais enfin tout de même. Voilà, donc la suite. Alors, la suite. Oui, et donc Foxdot, donc, qui est en Python. Donc, c'est vrai que le Python, c'est un langage quand même plus accessible que le Haskell. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Donc, FOXDOT. Et donc, l'idée, c'est que voilà, enfin, ça s'installe assez facilement, on va dire. C'est vrai que bon, faut pas avoir peur non plus de la ligne de commande, mais du coup, on peut faire très simplement des choses. Et n'hésitez pas du coup à regarder des vidéos sur YouTube. Donc, il y a des tutoriaux, enfin, des tutoriaux ou juste des performances en fait, Tidal Cycle et Foxdot, et donc regardez-le, regardez ces vidéos et puis essayez de reproduire les codes. Et puis c'est comme ça qu'on apprend en fait. Oui, il y a toute une scène artistique qui s'appelle l'Algorave, qui tourne beaucoup autour de la performance live avec de la programmation de musique. Donc ça, vous pouvez aussi aller chercher des références sur l'Algorave. Ça vient de Algorithmic Music, parce que justement il y a ce côté très mathématique en fait dans le sequencing de la musique. Alors, oui, c'est moi. Non, bah oui, il va commencer. J'ai compris qui a commencé, donc c'est pour ça que Donc maintenant, on va avoir un set musical de Cyanide Densen qui fait donc de la chiptune avec des Game Boy. Mais de toute façon, Des vrais Game Boy. j'imagine que vous connaissez parce qu'elle est mondialement connue. C'est une reine de la c'est une reine de la chiptune. Donc on est très 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 contente, j'allais dire contente, mais en même temps oui, moi je suis contente de la voir pour ce soir. Nusan va continuer un peu ce qu'il fait parce que je pense tu voulais continuer. Enfin, qu'est-ce que t'en... Bah moi c'est... encore 5 minutes. Ouais, ok. Donc voilà, encore 5 minutes de shader de Nusan et après on aura des visuels de Coltès. Ça te... Ouais. Donc on a besoin du petit chat. Ouais. Donc c'est... Bon, ça, alors je pense que étrangler ma cheville, ça va. Ça c'est... Faut quand même pas l'oublier, hein. Ton pied, il pourrait se m'écrouler, quoi. Oh, c'est la tristesse. C'est clair. Oui, tout le monde est en bonne santé et heureux ici. Oui, c'est LFDJ qui est utilisé sur ces deux Game Boy. 3 Game Boy 3 Game Boy. On y va ? Let's go. Let's go. C'est parti parti. pour Cyanide. Densen. Densen. Ouais, je crois que c'est là que tu peux.
Est-ce que tu veux parler un petit peu de ta pratique du live coding audio? Bah, en fait, je débute, hein, donc c'est pour ça que c'est inaudible. Mais non, c'était super fun, c'était trop bien. Non, en vrai, justement, enfin, j'ai découvert ce mouvement en fait audio il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les instruments de musique, enfin, bon, j'avais fait un peu de piano, un peu de guitare, mais ça me parlait pas trop. Et c'est vrai que là, en fait, donc l'idée c'est que donc on était dans la démo scène, ensuite on s'est mis au live coding visuel, et donc là j'ai appris qu'il existait le mouvement Algorave dont tu parlais, et donc que des gens programmaient de la musique un peu de la même façon. Et en fait j'ai voulu essayer, et bah effectivement ça me plaît, mais il va falloir qu'on en fasse encore. Et quand je disais tout à l'heure qu'il nous fallait des musiciens dans le Cookie collectif, c'est ça quoi, c'est... Bien dit. Bien dit. On parle beaucoup de démo scène, mais je crois qu'on n'a pas encore exactement expliqué ce que c'était. Tu veux je le fais. Alors moi souvent la démo scène, je décris ça comme plein de geeks dans un hangar qui font des trucs cool parce qu'il y a à la fois des programmeurs, des graphistes et des musiciens. Mais bon, de façon plus sérieuse, la démo scène c'est un mouvement qui a émergé avec le hacking de disquettes lorsque les premiers personal computers ont commencé à arriver chez les gens, donc les Atari, les Amiga, les Commodore. Et donc grâce à ça, chacun avait, enfin pas chacun bien sûr, hein, une certaine catégorie de population avait un ordinateur chez lui, et des personnes ont commencé à hacker des disquettes. Donc par exemple vous aviez un jeu vidéo qui était sur disquette, et le but c'était d'écrire on va dire en bas de l'écran de démarrage par exemple de votre disquette que vous aviez réussi à la craquer. Donc généralement les gens se mettaient en groupe et écrivaient le nom du groupe qui avait réussi cette prouesse technique à l'époque. Ce qui est vachement intéressant, c'est que le mouvement a ensuite un peu divergé, il y a eu un schisme. D'un côté, les hackers qui ont continué à hacker, quoi, à pirater. Et d'un autre côté, les démocineurs qui ont été vachement plus attirés par l'aspect graphique. Parce qu'à l'époque, à la fois, effectivement, il fallait craquer la disquette, mais en plus, réussir à afficher des caractères en plus en bas de ce qu'il y avait, ça demandait de savoir écrire au bon endroit, dans un espace très restreint alors que vous vouliez afficher quelque chose. Donc il y avait une prouesse technique et artistique à la fois. Et donc la démo scène, c'est ça, c'est ce mouvement c'est la deuxième partie du mouvement qui a émergé au départ de ce qu'on appelait la crack scene. Donc aujourd'hui, ça continue toujours. Il y a toujours des démo parties majoritairement en Europe. Il y en a une à Tokyo. Il y en a une ou deux aux États-Unis, je crois. Ouais, en fait, la scène européenne et américaine se mélange pas trop, et... Il y a un peu un gros océan entre les deux. Ouais, bon, ben... Enfin, moi j'étais allé à celle de Tokyo, justement. Bon, c'est parce que t'as de l'argent. Pardon. Mais et là-bas, c'est très marrant parce que c'est une scène qui est au contraire très jeune et très axée shader. Et c'est pour ça, sur Twitter, si vous regardez, si vous cherchez des shaders GLSL reliés à la démo scène, en fait, il y a beaucoup de japonais parce que effectivement, ils sont à fond là-dessus. Tandis que, nous en Europe, c'est plutôt un mélange de vieille école, donc tout ce qui est ce qu'on appelle les old school platforms, donc ça va à peu près jusqu'au Commodore. Donc tout ce qui est avant, on a des copains qui font sur Atari 2600. Je sais pas si vous connaissez, c'est une machine avec combien, 4 kg de RAM ou... J'en sais rien, faut coder en assembleur. Ouais, ah, ça c'est sûr. Mais ils arrivent à faire des trucs dessus, donc chapeau à eux. Donc ça c'est donc la partie old school. Et c'est vrai que nous maintenant, il y a eu un petit trou, et maintenant il y a un regain d'intérêt de la part on va dire de la plus jeune génération. Nous, ouais, donc entre 20 et 30 ans. Et là par contre, on n'hésite pas du tout à utiliser les nouvelles technos, dont le web. Et justement, ça c'est une des origines, quasiment l'origine du nom Cookie Collective. Voilà,
mais je savais pas. Donc Treggy nous dit la scène US est un peu morte quand même. En fait, oui, mais je crois qu'il y a quand même une ou deux parties qui se font là-bas, notamment dans une université. Il y a pas une université en Californie ou un truc comme ça qui... Il y avait la Envy Scene avant qui avait lieu pendant le SIGGRAPH, mais il y a eu que 2 éditions, je crois. Et je crois me souvenir qu'il y avait une démo partie aussi quelque part au Canada, mais je suis même pas convaincu. Enfin, ouais. En fait, Ouais, c'est un peu... on sait pas. Enfin, on est moins calé sur ce qui se passe aux États-Unis quand même. Voilà, donc c'est ça la démo scène. Et aujourd'hui, il y a des gens... ce que j'aime bien, en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est une communauté qui partage beaucoup, ce qui n'était pas le cas à l'époque, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça partage beaucoup. Il y a des nouvelles façons de faire. Enfin, moi, j'ai toujours été... depuis que je la connais, cette communauté, je la trouve très innovante. Paradoxalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font encore de l'old school. Mais par exemple, dans les nouvelles technologies, moi, c'est en démo partie que j'ai vu le premier pass tracer temps réel. Sur un exécutable qui faisait que 4 kilooctets. C'est-à-dire qu'en 2016 ou 2017, on a vu une démo qui s'appelle Absolute Territory qui était du pass tracing en fait. Donc c'est-à-dire que vous lanciez un exécutable et vous aviez un pass tracer en temps réel qui tenait sur 4 kilooctets. C'était une grosse claque. Fallait avoir une bonne machine quand même pour faire tourner pas vrai. Ah bah par contre les démos parties souvent ont des bonnes machines parce qu'ils ont des... Tes fesses là. Là, tes fesses. Ramène tes fesses. Ramène tes fesses, voilà. On est serré sur ce canapé. Voilà, donc c'est assez fantastique, il y a plein d'innovations qui sont faites là-bas, comme c'était déjà le cas à l'époque des vieilles machines, mais je pense que c'est quelque chose qui est toujours là, parce qu'en fait le but d'un démocineur aussi parfois, c'est de repousser les limites de la machine pour faire de l'art avec, quelle que soit cette machine, et même sur des machines old school, il y a encore des gens qui trouvent un peu des tricks, hein. Je suis moins calée là-dessus. Mais il y a des gens qui trouvent encore des petits tricks là-dessus. C'est assez fantastique. Et Nusan est complètement parti de ouf sur un terrain avec de l'eau, de la réflexion. Couleur à gogo. C'est trop chouette. Et le bon son de cyanide. tu n'utilises pas la FFT Les démocènes ont de bonnes machines parce qu'ils ont des Parce fesses. que tout à l'heure on a entendu parler de ça et puis, du coup il Ah oui. Ah mince, oui, pardon. Et oui. Les fesses de Coltès valent de l'or. Teraflop et des teraflops. Tout. Tu peux, Coltas, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, toi, où t'es arrivé de la... Nusan a fini. Il drop the mic. Bon bah on va peut-être pas parler de ton parcours. Il va falloir que je programme, désolé. Donc, merci Nusan, c'était trop cool. Salut San. Superbe shader. Est-ce qu'il sera aussi sur le GitHub du cookie? Qu'est-ce que tu Ouais, prévois? on peut le mettre sur le GitHub et on pourra le mettre aussi sur ShaderToy si besoin. Voilà, donc il sera sur ShaderToy et sur le GitHub de Cookie Collectif. On a Dr Gaspars qui dit « J'aurais voulu ce son-là quand je jouais à Kirby's Dream Land. » Je pense que t'aurais été une autre personne si c'était le cas actuellement, t'aurais été un petit peu plus tougher, je sais pas. Le gamin de 7 ans qui genre... Alors on a une question, il y a quoi comme démo party en France actuellement? Il y a la Très Cookie, bonne question. la Cookie. On va faire de la SMR. Bonjour Nixomatos. Donc il y a la Cookie, il y a la VIP au-dessus de Lyon à 3C. Il y a l'Alchimie vers la frontière suisse. Enfin c'est en France. Ah bon, ça Valence? Au-dessus de Valence. C'est l'Ermitage. Et... c'est à peu près tout. Ouais, la scène française est un peu mollassonne en organisation de démo party comparé à une certaine époque. Voilà. Bah, sinon, aller en Allemagne, hein, c'est pas si loin que ça. La Cookie se bat pour ça. Non, effectivement, la plus grande démo partie du monde, du coup, c'est la Révision et c'est à Saarbrücken. Et en fait, c'est sur la frontière franco-allemande, juste après Metz, Nancy.
Donc c'est effectivement pas très loin et accessible directement en train depuis Paris. C'est vraiment, enfin, ça vaut le coup d'y aller. Après, c'est pas forcément la démo partie la plus accueillante, parce que justement, vu que c'est la plus grande, c'est un peu difficile de... C'est 800 personnes dans un hangar. Moi j'ai commencé par ça, mais j'étais pas seule pour y aller, donc ça s'est bien passé. J'ai rencontré des gens, mais je suis restée majoritairement avec les Français. Ouais. Et moi je préfère l'Evoque qui est à Cologne, donc aussi en Allemagne et pas très loin, avec le Thalys, c'est assez facilement accessible. Et là c'est plus petit et je trouve ça plus convivial. Voilà. On a un don de Flo qui vient de donner 5 €. Merci. Et Coltès va se préparer maintenant. Ça y est, t'es prêt? Ah, tu le connais directement Avec nous? tu veux faire du couch... Coach coding? couch coding. Il a Ah bah voilà, super. Et puis il reste avec nous comme ça. Saraz de la régie, Antoine de la régie, toujours le MVP de cette soirée. Ah, ça rase. Saraz, hein. C'est son alias, son petit alias personnel. Oui, du coup, Sansei nous dit révision JT cette année, c'est de la bombe, n'est-ce pas? Attends, cette année, oui, cette année. 2019, on est encore en 2019 et il y a eu une non-revision en 2019. Et d'ailleurs, oui. On y était. Tous les trois, Tous, presque. Enfin, non, Cyanide, non, mais. Oui. Est-ce qu'on connaît cette personne du coup? Sansei, tu Non. Non. Faut qu'elle vienne nous voir. Hein. Ouais. Il est vrai que nous avons un micro supplémentaire pour la personne qui fait du shader. Du coup, je pense que je vais te proposer de le garder dans un coin. On va leur tirer si tu veux. Alors. Mais non, mais je suis pas pour le live de Cyanide. Alors on a quelqu'un qui aime beaucoup ton train, Nusan. Rappelez vos palmarès à la révision, il n'y a vraiment pas à rougir. Alors, puisqu'on en parle, j'ai l'impression qu'on a des gens ici qui ont quelques faits d'armes, si je puis dire. Alors oui, moi ça fait 2 ans que à la Revision je participe au Shader Showdown. Donc c'est une compétition de live coding en 25 minutes. Vous arrivez, vous avez une page blanche, pas d'anti-sèche, et en 25 minutes vous devez coder votre effet visuel. Nusan va nous rejoindre. Elle est bien, Nusan. Et du coup, à la Revision de cette année, Nusan et moi, on était finalistes de ce concours, et moi j'étais finaliste du concours de l'an dernier. Voilà, donc ça fait 2 fois que je suis seconde. Merci Nusan pour la 2e fois. Ouais, vas-y, excuse-toi. Merci à toi. Ça c'est dégueulasse. Mais j'aime bien. Non, c'était super chouette. C'était vraiment un très bon moment de compétition, mais aussi d'amitié. De création, d'amitié, de tout ce qu'on... Ouais, c'était beau. Et je pense qu'on a fait un bon show pour les gens, ils étaient à donf, c'était trop cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que t'as fait là, de, je sais pas, ton idée, est-ce que t'avais déjà une idée, comment t'as évolué dessus? Ouais, donc là je suis passé sur effectivement une idée que j'avais déjà un peu à la base, c'est-à-dire faire un train. Et alors c'est pas évident de faire quelque chose de figuratif comme ça, parce que moi j'ai pas utilisé j'ai utilisé une texture pour le sol un petit peu, mais pour tout le reste c'était uniquement fait avec des primitives très simples, donc des cubes qu'on assemble, des cylindres pour les roues par exemple, et puis ensuite on anime tout ça avec le temps. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit finir seconde derrière Nusan, c'est un peu finir premier. Merci. Je crois que c'est un compliment, ouais. Ouais, je crois que c'est un compliment. Ouais. C'est cool, merci. C'est un compliment pour Nusan aussi. Ah, c'est aussi bien, pour c'est un toi. double compliment, c'est cool. Bravo. Et toi, c'est quoi ton parcours? Parce que je crois qu'on a des choses en commun aussi. Voilà, donc moi j'ai fait aussi une thèse que j'ai déjà soutenue il y a quelques années dans le même département que Flopin. Voilà, et puis je travaille aussi dans la même entreprise.
La mafia, quoi. La mafia. Voilà, et moi je... Ça s'appelle la French Mafia. Il faut le rappeler. Exactement. La French Shader Mafia. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, on était beaucoup de Français dans les compétitions de Shader, même quand on va en Allemagne. Donc, On a une question d'un nom que je vois pas parce qu'il est écrit en bleu foncé. T'arrives à lire, toi? Moi, je suis bigleuse, excusez-moi. Le quoi ça? Ah. Ah. Oui, A-City, voilà, merci. Une texture de 8map prédéfinie, est-ce que c'était pas généré procéduralement? Il n'y a pas moyen de faire une fonction noise 2D en GLSL? Alors effectivement, là il y a une texture générique de bruit de Perlin qui est dans le logiciel, donc j'ai utilisé parce que ça va plus vite. Mais effectivement, c'est tout à fait possible de faire une fonction à soi de noise 2D. Souvent on le fait, notamment si on veut faire un bruit 3D, pas juste 2D, on le fait. Par contre, ça prend facile 2-3 minutes pour retaper la fonction. Donc quand on a que 25 minutes, voilà, faut mesurer ce qu'on gagne avec et ce qu'on perd. Il n'y a pas forcément le temps, voilà. Quelqu'un demande le son plus fort, je sais pas si ça se fait à la régie ou... Oui, ok, c'est bon. Merci Antoine. Voilà. C'est sur quoi ta thèse? Ça fait longtemps, je me souviens plus. Non, mais c'était sur pas mal de choses. Moi, j'ai fait une thèse qui était intégrée en entreprise, c'est-à-dire j'ai fait ma thèse dans la boîte où je suis actuellement. Et ça permet de faire déjà d'être payé, d'être rémunéré pour faire sa thèse, ça c'est pratique. Et du coup on utilise et oui. Et du coup on utilise pas mal ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc moi j'ai fait pas mal d'effets particuliers, de programmation rendue, d'effets d'eau par exemple, ou ce genre de choses. Et du coup j'ai utilisé tout ça pour ma thèse. Ok, super. Du côté de Coltès, on a des effets majoritairement 2D là, ce que vous voyez pour l'instant. Est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais? C'est de l'impro, hein. Je pense qu'il est parti en impro. Donc c'est-à-dire que Nusan et moi, on avait une idée en tête et on avait préparé quelques petites choses. Là c'est full impro de Coltès. Donc c'est cool aussi. On peut juste ouvrir le logiciel et voilà. Ah, faut chanter. tu veux chanter? Quelqu'un demande à ce qu'on chante. Ah mais ça a été Fusion à quoi? Florine, Jo. Ah je sais pas qui c'est. Mais oui. Bonjour Fusion à quoi? Un truc qui est assez important, je pense, dans le Cookie Collective, et je crois pas qu'on en ait parlé, c'était la notion de prix libre sur les événements qu'on fait. Est-ce qu'on en a parlé? Bah oui, souvent on essaie de faire des événements inclusifs, mais inclusifs aussi au niveau des entrées. Hein. C'est soit gratuit, soit prix libre. Voilà, donc c'est un truc, je pense, qui est assez important pour le collectif, c'est pas de faire quelque chose de commercial du tout. Mais quand on organise des événements, permettre aux gens de participer un peu pour nous aider. Et voilà. Coucou Florian. Du coup, Fusion à quoi Florian apparemment? Une question qui est comment on passe de 2D à 3D? Ah oui. Comment on passe de la 2D à la 3D? Alors, dans un shader dans un fragment de shader, à un moment donné, si vous voulez faire de la 3D, il faudra du remarching. Obligatoirement. Par contre, si vous avez par exemple fait de la 2D comme là l'a fait Coltès, vous pouvez utiliser cette 2D dans votre remarching pour par exemple faire ce qu'on appelle une 8 map. Donc c'est-à-dire par exemple vous avez un plan et là où vous voyez du blanc, le plan va être relevé. Et là où vous voyez du noir, il va y avoir des creux dans le plan par exemple. Et là, vous utilisez votre 2D dans votre remarching pour moduler un terrain, par exemple. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Mais passer de la 2D... Alors, il y a une technique pour passer de la 2D à la 3D, je crois. Vous pouvez voir un shader là-dessus de... Fitzer. Il a dessiné des plans en 2D, 3 plans 2D, il a fait des formes en 2D, et ensuite, avec un système un peu comme des billboards, il les assemble dans une forme en 3D. Après, je sais plus exactement comment il fait, mais il y a un shader là-dessus, si vous voulez. Un autre truc qui est intéressant des fois, c'est de faire des shaders 2D, enfin
des distances par exemple en 2D et de les combiner les unes avec les autres sur différents plans pour construire des nouvelles fonctions. Par exemple, si on veut faire, on peut faire un cercle par exemple en 2D sur un certain plan, et puis sur un autre plan on fait un carré et on aura un cercle extrudé. Voilà, ce genre de choses. Ou une étoile sur un plan et quelque chose d'autre sur un autre plan. Et en les combinant, on arrive à faire des formes 3D. Alors, Axel Desrouges dit que pas compris le mot employé pour passer de la 2D à la 3D. En fait, c'est parce que pour faire de la 3D dans un fragment shader, qui je le rappelle, est un shader qui arrive après la rasterisation, donc c'est-à-dire qu'on est en 2D, il n'y a plus de vertex, il n'y a plus de polygones, on est en 2D. Et donc une des techniques pour recréer de la 3D, de la fausse 3D dans ce shader, c'est une technique qui s'appelle le remarching, qui est donc lancer un rayon par pixel et marcher dedans, et marcher dans une scène qui est décrite avec des fonctions de distance par rapport à vous, à quelle distance vous êtes de l'objet. Ça on en a parlé un peu plus tôt dans le stream, on peut refaire une passe là-dessus, mais le mot voilà, c'est remarching. Et il y a aussi, par exemple, utiliser de la 2D peut être intéressante si vous accumulez les plans, comme ça vous pouvez faire du faux volumétrique aussi. Je pense que tu as fait un shader un peu comme ça avec de la pluie. Oui, effectivement, par exemple pour faire de la pluie, on peut simplement faire des sortes de plans avec des gouttes d'eau dessus, donc complètement en 2 dimensions. On fait juste des sortes de gouttes qui tombent. Et ensuite on en met 50 plans. On met 50 fois le même plan de pluie, mais on les met à différentes distances en fait. Et avec l'effet de parallaxe, quand la caméra bouge, les plans vont pas bouger à la même vitesse. C'est un peu comme un side-scroller dans les jeux vidéo. Du coup on va avoir une impression de 3D parce que chaque plan va aller à une vitesse différente. Voilà. On a atteint les 89 000 €. Grâce à un don de Le Tentu qui a mis 30,06 €, donc je pense que c'était tout pile pour arriver aux 89, je suppose. Merci, trop bien. Screenshot. Et on va devoir bientôt... après le set de ciel, on peut pas faire 10 minutes de plus. Ouais, il y avait une question, donc on avait déjà un peu répondu avant de la part de Fusion Aqua. Je sais qui c'est, Fusion Aqua maintenant. Merci. Donc coucou à toi déjà. Et ensuite, c'était est-ce qu'il est possible de soutenir le collectif en achetant au hasard un fanzine? Donc je crois que ça a déjà été... du coup c'est effectivement... vous avez parlé du prix libre tout à l'heure. Ouais. Donc je sais pas si vous avez déjà parlé des fanzines. Vous avez pas parlé? Donc effectivement en fait quand vous venez en démo party ou que vous venez à un événement de la cookie, il y a toujours des... Ouais, oui mais ça c'est que pour les gens qui travaillent à Dontnod, Flopin. Oui, du coup c'est pour Florian. Du coup effectivement en fait sur le site, sur le lieu des événements, en fait il est possible de se procurer des petits fanzines qui sont en fait une compilation de shaders imprimés avec leur code. Sur un beau papier, tout ça, et voilà. Donc du coup, c'est la principale source de revenus du collectif. Et voilà, c'est un bel objet, c'est un beau fanzine. Donc n'hésitez pas à venir à nos événements ou à venir en démo party où le cookie se trouve. Donc sur Twitter en général, c'est annoncé. Et vous pourrez vous procurer ces petits fanzines qui sont à prix libre. Et puis voilà. Je sais pas si j'ai d'autres. Route arc-en-ciel. On est sur la route arc-en-ciel. Un mélange entre Sonic et Mario, c'est superbe. Ouais, mais y a pas réponse. Ah oui. Ah non. Oups. Comprenez? Et voilà. Wouh! Merci Merci Sian. Et je crois que Sian a fini pile à l'heure, quasiment, pour son superbe set de chiptune. On espère que ça vous aura plu. Ce petit set, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On est super contents de l'avoir. Mais ça marche très bien en plus. Regarde, c'est de l'arc-en-ciel sur de l'arc-en-ciel. C'est trop bien. Je crois qu'on a le prochain animateur. Sur le chat. Attends, ça c'est, il s'éteint. Attends. Alors, on t'entend pas sur le Discord, c'est normal. Notre enceinte s'est éteinte. Elle va s'allumer tout de suite. Et là maintenant. Est-ce que... Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je crois qu'en fait, du coup, les viewers nous entendaient parler l'un sur l'autre. Ah. Ah mince. Bah désolé du coup, est-ce que c'était le micro qui était pas assez fort ou je sais pas, peut-être qu'on orientait mal les micros. Bah du coup désolé pour ça. on aura fait de notre mieux, on n'a pas eu tant de retours que ça là-dessus, donc on s'en est peut-être rendu compte un peu tard. Du coup, est-ce que ça serait pas le moment de... Quelqu'un me demande quand même si on va revenir. Sur le recompte du stream? Bah si ça a plu et si les orgas sont ok, il est possible qu'on revienne. Sinon, je précise, petite pub éhontée, mais Nusan et moi, on a des chaînes Twitch. Moi, je Twitch normalement tous les jeudis sur ma propre chaîne, Flopin, et Nusan pareil, mais c'est les lundis sur une chaîne qui s'appelle Nusan FX, je crois. Nusan_FX. Nusan_FX. Ouais. Voilà. Donc, et puis on va peut-être donner l'antenne. Tout à fait. Eh ben, écoutez, super content des retours qu'il y a eu. Si ça vous a plu, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même un peu, qui peut paraître un peu obscure en fait. Mais voilà, l'idée c'est que on vous fasse découvrir un peu le truc, que ça vous donne envie de pratiquer vous-même. Et puis bah. C'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est surtout ça qu'on aimerait. Enfin, en tout cas moi que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est à la portée de tout le monde et que voilà, si vous vous éclatez à faire des trucs, c'est trop cool quoi. C'est tout. Voilà. Et on reviendra en manif avec le STJV, tout à fait, très vite. Et super cool Axel Rouge, si ça te donne envie de faire du GLSL, c'est le but justement. Eh bien, je crois que si t'es prêt à prendre l'antenne, on peut faire le décompte. Ouais. Et bah d'abord, salut à tous, au revoir, à très vite. Et puis... ah oui, alors il y a... Salut. Oui, on était beaucoup ici. Il y a Evan qui se cache quelque part, je crois. Voilà. Eh bien c'est parti. 3, 2, 1. Et merci Antoine encore. Merci Antoine. Bravo Antoine.